Bonjour, Bonjour. je m'appelle Manel Enchanté. et j'aurais une question. Annonce, s'il vous plaît. Pourquoi avez-vous choisi de montrer le racisme à travers un enfant? Silence, s'il vous plaît. Action. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la bibliothèque de Robert Desnos pour le film « Et moi, qu'est-ce que j'en pense ?» saison 6, consacrée au racisme. Nous sommes deux classes de 3e des collèges Jean Jaurès et Jean Moulin à Montreuil. Nous travaillons depuis plusieurs mois pour préparer ce moment. Nous avons appris à être journalistes et à mener des entretiens avec Aline Paillet, puis à être caméraman, réalisateur, ingé son, perchman, clapman avec l'association Cinévie. Le tournage de ce film a lieu dans le cadre du festival Hors Limite, le festival de littérature contemporaine en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, notre émission est consacrée au racisme. Pour en découvrir les facettes, nous recevons deux personnalités. Amandine Gay, qui est comédienne, réalisatrice et se définit comme afroféministe. Ahmed Kalouas, qui est auteur de nombreux romans en littérature jeunesse et adulte. Et enfin, Amé n'a pas pu être présent du groupe La Rumeur pour quelques raisons personnelles. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Imani. Je m'appelle Amandine. Amandine Gay, vous êtes née en 1984 d'un père français et d'une mère marocaine. Vous avez grandi à Lyon. Vous y avez suivi des études politiques. Puis vous avez intégré une école d'art dramatique à Paris dans le 16e arrondissement. Vous avez joué dans le film Hors de l'abri en 2010. Vous avez réalisé un documentaire en 2017 intitulé Ouvrir la voie. Vous êtes donc actrice et réalisatrice. Vous vous définissez comme afroféministe. Dans ce film Ouvrir la voie, vous donnez la parole à 24 femmes afrodescendantes noires de France et de Belgique. Elles y racontent la découverte de leur couleur de peau dans le regard des autres, le rapport que leur identité multiculturelle a établi entre elles et les groupes majoritaires de la société, que ce soit à l'école, au travail, dans la vie quotidienne ou dans la sphère privée. Elles s'interrogent et nous interrogent sur l'éducation à l'école et dans le cadre familial, sur les religions et sur les motivations de leur engagement pour défendre leurs droits et surtout celui de ne plus être déconsidérés pour leur appartenance à des communautés dites minoritaires. Ce portrait vous convient-il et voudriez-vous ajouter quelque chose ? Eh bien, ce portrait me convient très bien. Du coup, je me rends compte que tout à l'heure, j'avais raté quelque chose. Donc, en fait, j'ai fait des études de sciences politiques. Okay. Bon, il y a de la politique dedans, c'est vrai. Okay. Donc, j'ai fait des études de sciences politiques et j'ai grandi dans un village qui s'appelle Montanet, à côté de Lyon. Et donc, j'ai été adoptée aussi. Je pense peut-être l'information qui manque dans la présentation, c'est que je suis née d'un père français, d'une mère marocaine. Et ensuite, j'ai été adoptée par des parents blancs. Et c'est aussi pour ça que j'ai grandi à la campagne avec les vaches. Voilà. Ok, d'accord.
Eh ben, merci et je vais vous laisser avec les journalistes qui vont vous poser quelques questions. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Imani. Bonjour Amandine, Bonjour. je m'appelle Nissali. Enchantée. Dans votre documentaire Ouvrir la voie, une femme parle de millefeuille pour représenter son identité multiculturelle. Et vous, quel est votre millefeuille identitaire ? Alors moi, j'ai effectivement un millefeuille avec plein de feuilles. Donc, donc comme j'ai dit, je suis adoptée. Donc ça veut dire aussi, donc moi je suis née sous X, donc je ne sais pas si vous connaissez ce type de naissance, mais c'est une naissance sous le secret. Donc c'est organisé par l'État en fait. Ça permet aux femmes qui veulent se séparer de leurs enfants de s'inscrire dans un programme. Donc elles sont suivies par des médecins, des assistantes sociales, plusieurs mois avant la fin de leur grossesse. Et puis ensuite, quand elles accouchent, elles ont 3 mois pour changer d'avis. Et si elles ne changent pas d'avis au bout de ces 3 mois, elles sont séparées définitivement de leur enfant qui peut être adopté. Et donc moi, j'ai été adoptée à 5 ans par une famille blanche qui vivait à la campagne lyonnaise. Donc ça veut dire que, comme vous l'avez remarqué, je suis une femme noire. J'ai grandi dans une famille blanche, donc ça veut dire que j'ai grandi en étant simultanément, on va dire, interprétée comme noire par la société, alors que finalement, ma culture, elle était complètement blanche, puisque j'ai grandi dans un village où les 2 seuls noirs, c'était mon frère et moi. Donc j'ai eu de la chance parce que j'avais un grand frère, et donc il m'a amené une partie de la culture noire. Mais au départ, effectivement, je suis d'abord ce qu'on appelle même une bounty, c'est vrai, c'est une insulte, mais c'est pas vraiment une insulte. Quand on est adopté, de fait, on a une culture blanche et on est une personne noire. Donc ça, c'est une des facettes de mon identité. Je dirais que grandir à la campagne aussi, ça forge l'identité, parce que tout à l'heure, je disais à votre camarade, moi, dans mon collège, je peux vous dire qu'il ne se passait pas ce genre d'événement. Il ne se passait pas grand-chose, en fait, là où j'ai grandi, ni dans mon collège, ni là où j'ai grandi, en règle générale. Donc, c'est aussi quelque chose, quand on grandit à la campagne, en tout cas, moi, j'ai beaucoup rêvé d'aller en ville. C'était la chose que je voulais faire dès que j'allais avoir 18 ans. Et donc, dès que j'ai pu, j'ai pris un appartement parce que c'est génial d'être autour des champs et des vaches quand on est enfant. Puis, dès qu'on devient adolescente, ça devient un peu dur, surtout si on n'a pas de mobilette, ce qui était mon cas. Moi, je voulais avoir une moto, une mobilette, et mes parents ne voulaient pas. Donc, j'ai dû rester à la campagne et marcher pendant 1 heure quand je voulais prendre le bus, etc. Donc, c'était toute une épopée. Une autre dimension de mon identité, quand j'ai dit que j'étais adoptée, ça veut dire aussi qu'on ne sait jamais exactement d'où on vient. Donc, mon dossier que j'ai pu voir quand j'avais 18 ans, donc ça aussi, c'est particulier de découvrir son histoire quand on est plutôt adulte, ou en tout cas jeune adulte, puisqu'on a le droit d'aller voir son dossier quand on est né sous X à la majorité. Donc, j'ai été voir mon dossier et j'avais pas beaucoup d'informations non plus. Donc, ça aussi, apprendre à se construire, on va dire, en creux. Souvent, quand les gens connaissent pas trop l'adoption, je leur donne comme exemple celle de la phrase à trous. Normalement, quand vous avez un texte à trous, vous avez des phrases et ça fait presque sens, mais il manque quelques mots. Pour les personnes adoptées, c'est plutôt l'inverse. Vous avez juste quelques mots et c'est à vous de construire les phrases, puisqu'en fait, vous partez quelque part avec très peu d'informations. Donc, c'est à vous de vous inventer votre identité. Donc, moi, je me la suis construite avec le sport, par exemple, en faisant beaucoup de basket. Et c'est quelque chose qui m'a permis aussi d'avoir des amis noirs et arabes. Parce que comme j'ai été sélectionnée, on va dire, détectée à 12 ans, je suis allée jouer à Bron, qui est en banlieue lyonnaise. Et là, d'un coup, j'ai pu sortir de ma campagne où il n'y avait que des blancs. Et puis, aller avec des personnes de mon âge qui me ressemblaient. Et puis, avec qui, du coup, j'ai pu découvrir d'autres choses. Donc, le sport, ça a été une partie de ma construction identitaire. Et puis, moi, je suis aussi quelqu'un qui s'identifie comme pansexuel, ou on peut dire bisexuel, c'est comme on préfère. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vraiment de préférence en termes de genre, donc de personnes que je rencontre. Je considère plus que j'aime une personne plutôt qu'un homme ou une femme. Voilà, donc ça veut dire que je peux aimer plusieurs personnes. Et donc, du coup, ça aussi, c'est une construction dans la société où on présente normalement l'hétérosexualité comme la seule norme, alors qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer en dehors de l'hétérosexualité. Et puis, quel autre millefeuille ? Voilà, plein de choses. Et le cinéma, après. Tout ce qui est la création, comment est-ce qu'on peut et s'inventer une identité, mais aussi repenser le monde à partir aussi d'une identité justement qui est très complexe et très multiple, d'être une femme, noire, adoptée, bipansexuelle, etc. Et comment on construit son rapport au monde comme ça. Donc oui, j'ai plein de couches. Et puis dès que je ne peux pas dire en public, parce qu'on a le droit d'avoir un jardin secret aussi. Donc voilà. Merci à vous. Donc, je vais vous laisser avec une autre personne qui va vous poser une autre question. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour Amandine. Bonjour. Je m'appelle Aminata. Enchantée. Dans votre film, la probabilité du voile en France revient souvent. Il est notamment interdit de le porter à l'école. Qu'en pensez-vous ?
Moi, ce que je voulais montrer avec Ouvrir la voie, c'était que souvent en France, non seulement il y a des débats autour du voile, mais surtout le débat, c'est que en fait, on fait jamais parler les femmes qui sont musulmanes et qui portent le voile, mais tout le monde parle à leur place, parle pour elles ou parle d'elles. Donc moi, d'abord, ce que je voulais dans le film, c'est qu'il y ait des femmes croyantes, donc il n'y a pas que des musulmanes, mais il y a plusieurs musulmanes dans le film, y compris certaines qui portent le voile, parce qu'en fait, c'est quand même elles les premières concernées, et c'est les premières qui peuvent dire ce que ça représente pour elles de porter le voile, etc. Et puis d'être croyante. Donc moi, ce que je voulais faire avec le film, c'était ça. C'était de montrer que moi, par exemple, à titre personnel, je me situe plutôt, on va dire, du côté anarchiste, ni Dieu ni maître. Mais ça, c'est ma croyance personnelle. Je ne vois pas pourquoi d'autres personnes auraient d'autres croyances et je considérerais qu'elles sont moins aptes à décoder le monde politique que moi, par exemple. Et c'est un peu ça qui se passe en France aussi. On présente toujours les femmes qui portent le voile comme si elles étaient des victimes, que quelqu'un les avait forcées, etc., etc. Ça peut arriver, mais de la même façon qu'on peut aussi considérer que les femmes qui portent des hauts talons, beaucoup de maquillage, etc., sont aussi victimes du patriarcat. La question, c'est pourquoi est-ce que ce qui pose question et ce qui est débattu dans la société française aujourd'hui, c'est le voile et pas la chirurgie esthétique à outrance ou les talons ou le maquillage, etc. Soit on discute du patriarcat et de ses effets pour tout le monde, soit on n'en discute pas. Mais si on n'en discute que pour les femmes musulmanes qui portent le voile, alors là, on n'est pas en train de parler du patriarcat, en fait. Là, on est en train de s'attaquer à l'islam comme religion et aux personnes musulmanes, et donc ça, c'est autre chose. Donc moi, je voulais parler de l'islamophobie dans le film. Après, pour ce qui est de l'école, ce que je dirais, c'est que normalement, la loi de 1905, elle consiste à séparer l'Église et l'État. Et donc, elle ne consiste pas nécessairement à dicter aux gens quels sont leurs comportements. Moi, j'ai vécu dans des pays anglo-saxons, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu en Angleterre. Et puis, on voit plein de cours d'école où il y a des petites filles qui portent le voile, des petits garçons sikhs qui portent leur turban, etc., etc. Et tout le monde arrive à vivre ensemble. Donc, si ça se passe ailleurs, il n'y a pas vraiment de raison pour que ça ne puisse pas se passer en France. Donc, la question, encore une fois, c'est vraiment qui décide pour qui et qu'est-ce que ça empêche que des jeunes femmes portent le voile. Et surtout, quand l'argument, c'est de libérer les femmes, parce que c'est ça l'argument qui est présenté en France, c'est de dire il faut empêcher, ou en tout cas il faut permettre à ces femmes de ne pas être dominées, etc. C'est pour ça qu'elles ne doivent pas porter le voile, et donc celles qui portent le voile ne pourront pas aller à l'école. Mais c'est complètement antithétique, parce qu'en fait en faisant ça, il y a des jeunes femmes qui ne veulent pas enlever leur voile, et donc elles ne vont plus venir à l'école, ou en tout cas pas venir à l'école républicaine française, parce que si elles doivent choisir entre porter le voile ou aller à l'école, elles choisiront leur voile. Et alors là, est-ce qu'on a vraiment participé à leur libération ? Non, on a participé à leur bloquer l'école. Donc de toute façon, c'est pas vraiment ça qui me semblait être la meilleure solution pour amener plus de diversité et plus de réflexion sur ce que sont les droits des femmes à l'école. Ou des jeunes femmes, parce que bon là, vous êtes jeunes quand même, vous n'êtes pas encore des femmes, jeunes femmes, adolescentes. En gros, ce que vous voulez démontrer, c'est de dire aux gens de se mettre à la place des gens qui portent le voile. Oui, et c'est surtout, encore une fois, même avant même de se mettre à leur place, de les laisser parler. Très souvent, si vous regardez des émissions télévisées en France sur le voile ou sur la question de l'islam, etc., il n'y a pas de musulmans en plateau. Il n'y a pas de musulmans et quasi toutes les émissions où on parle du voile, il n'y a pas de femmes musulmanes et encore moins de femmes musulmanes qui portent le voile. Du coup, pourquoi est-ce qu'on parle à leur place et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du principe que peut-être peut-être qu'elles ont choisi de le faire et peut-être qu'elles sont en mesure d'expliquer leur choix et vraiment, est-ce que ça les empêche d'avoir une activité sociale. Moi, encore une fois, je vis à Saint-Denis, je vais à la salle de sport de Saint-Denis, je fais de la Zumba avec des femmes qui portent le voile. Je veux dire, apparemment, ça ne les empêche pas de faire de la Zumba non plus. Donc, je veux dire, la question pour moi, c'est vraiment ça. De quoi est-ce qu'on parle et est-ce que vraiment on aide quelqu'un en lui disant non, tu ne peux pas venir à l'école à cause de ta religion, puisque c'est de ça dont il s'agit. Moi, je n'ai pas l'impression que ça aide les jeunes femmes à qui on dit non, vous ne pouvez pas venir à l'école parce que vous portez le voile. Donc, ça ne me semble pas une solution qui fonctionne, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie, Aminata. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Olga et j'aimerais vous poser une question. Comment vous est venue l'idée de réaliser votre documentaire Ouvrir la voie ? Donc moi, en fait, comme vous l'avez dit dans ma présentation, j'ai été comédienne d'abord. Et quand j'ai commencé à travailler comme comédienne, donc d'abord j'étais au Conservatoire d'art dramatique dans le 16e à Paris, et à l'école on est très libre, on peut bosser tous les types de rôles qu'on veut. Moi par exemple j'aimais beaucoup le théâtre classique, en particulier Racine, donc je pouvais même à l'école travailler des passages de Racine et donc dire des vers en alexandrin, etc., etc.
où j'aimais aussi du théâtre très contemporain, comme Sarah Kane, enfin peu importe. J'avais des goûts très variés. Et à l'école, j'avais la liberté de travailler tous les textes que je voulais. Et la première année à l'école, un metteur en scène est venu parce qu'il cherchait des comédiens et des comédiennes pour une pièce. Et donc, il m'a pris dans sa pièce. Et du coup, cette pièce m'a permis d'avoir tout de suite un agent et d'aller passer des castings. Et là, quand j'ai commencé à travailler et à aller passer des castings, je ne passais que ce que j'appelle des castings de noir. C'est-à-dire que les rôles, c'était droguée, prostituée, stripteaseuse, personne qui sort ou qui va en prison et dealeuse de drogue. C'était les ou alors, on me demandait aussi de faire l'accent. Donc, j'arrivais en audition et on me disait « Est-ce que tu peux faire l'accent africain ?» Ou est-ce que tu peux faire l'accent antillais? Bon, alors, encore une fois, ce que j'explique souvent, l'Afrique, c'est 54 pays. Ils ne sont pas tous francophones. Donc, qu'est-ce qu'on me demande de faire quand on me demande de faire l'accent africain? Et pareil avec l'accent antillais, en fait, l'accent guadeloupéen, l'accent martiniquais, etc., ce ne sont pas les mêmes. Donc, très vite, je me retrouve à passer ces castings de noir. Et donc, je me dis, bon, c'est peut-être un hasard les 3 premiers. Arrivé au 10e, là, j'appelle mon agent et je m'énerve. Et je lui dis, Jeanne, est-ce que tu peux arrêter de m'envoyer à des castings de noirs? Je veux passer des vrais castings. Et elle me dit, mais Amandine, j'envoie quand c'est écrit dans le profil, recherchons jeune femme, actrice, 18-25 ans. Donc j'étais beaucoup plus jeune, hein, maintenant j'ai 34. Mais on me répond que quand c'est écrit dans le scénario que la comédienne est noire. Et si c'est écrit dans le scénario que la comédienne est noire, eh ben, c'est un scénario avec tous les stéréotypes que je vous ai présentés avant. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et que, en fait, ça allait être compliqué d'avoir autre chose que des rôles de noir si je voulais continuer à être comédienne. Et donc, un copain à moi était directeur de casting et il m'a dit, Amandine, le seul moyen d'avoir les rôles que tu veux jouer, c'est de les écrire. Donc, j'ai commencé à écrire des programmes courts de fiction en me disant, je vais écrire des scénarios et puis comme ça va me permettre de pouvoir jouer dans mes séries ou dans mes films. Mais là, je me suis rendu compte qu'il ne suffit pas d'écrire une série pour qu'il y ait ensuite un pilote et puis pour que la série soit développée comme vous l'avez écrite. Il faut arriver à convaincre des producteurs, parce que c'est les producteurs qui financent les séries. Et il faut surtout arriver à les convaincre pour qu'ils vous laissent écrire et travailler et réaliser votre série exactement comme vous l'avez écrite. Et là, je me suis rendu compte que parfois, je pouvais avoir un projet qui était sélectionné par des producteurs et entrer en développement avec une boîte de production. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que vous écrivez une Bible. On va dire qu'une Bible, c'est ce qui permet de présenter votre série. Présenter les personnages, ce qui va se passer, vous pouvez rajouter 1 ou 2 épisodes en exemple, etc. Vous allez voir des producteurs. Là, dans tous les producteurs que vous rencontrez, il y a quelqu'un qui va vous dire « ça m'intéresse » et vous allez signer un contrat pour développer la série. Et puis là, vous allez commencer à travailler avec ces producteurs-là. Et là, il se peut que même s'ils avaient aimé votre série au début, ils vous demandent de réécrire des choses. Et moi, je me rendais compte que dès que j'écrivais des personnages noirs qui n'étaient pas stéréotypés dans mes séries, quand je commençais le développement sur une série et qu'on me demandait de réécrire, je me retrouvais finalement à être de plus en plus orientée à écrire des personnages noirs stéréotypés. Et donc, je me suis rendu compte que même comme scénariste, j'avais pas de pouvoir. Et donc, à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire toute seule avec mon argent et sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne me dire non, c'est pas comme ça, c'est pas réaliste, les femmes noires, elles sont pas comme ça, etc. Et donc, je me suis dit que ce que je pouvais faire toute seule, c'était un documentaire. Et c'est comme ça qu'est né Ouvrir la voie, puisque plusieurs fois, quand je présentais des personnages de femmes noires qui n'étaient pas stéréotypés, on me disait ces filles-là, elles n'existent pas en France, c'est trop américain, etc. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire un film avec des femmes noires que moi je connais, qui m'ont l'air d'exister puisque je les connais. Et puis, au moins, la prochaine fois qu'on me dit ces filles-là, elles n'existent pas, je pourrais dire, regardez, il y a un documentaire, puis dedans, il y a plein de femmes noires très différentes. Donc, est-ce que maintenant, en fiction, on peut écrire des femmes noires telles qu'elles sont de toute façon déjà dans la réalité? Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lara. Dans votre documentaire, vous avez abordé le point de vue des femmes, mais vous ne pensez pas que le point de vue des hommes il pourrait être important aussi? Ah oui, complètement. Mais bon, il y a plein d'hommes pour faire des films sur le point de vue des hommes. Ça va, on l'a bien eu le point de vue des hommes pendant longtemps quand même. Donc c'est un peu ça l'idée aussi, c'est que je pense que ce serait très intéressant et important qu'il y ait un film qui soit fait sur ce que c'est qu'être un homme noir en France. Mais je dirais que la spécificité d'Ouvrir la voie pour moi, c'est que c'est un film qui part beaucoup de l'intime. Dans le film, déjà, toutes les questions que j'ai posées aux filles, j'aurais posé des questions par rapport à des choses qui me sont arrivées. Même quand je les ai rencontrées, ce que je faisais pour Ouvrir la voie, c'est que j'ai fait 45 pré-entretiens et à la fin, il y a 24 filles dans le film. Et les pré-entretiens, je rencontrais les filles au café et je leur présentais le questionnaire du film. Et à chaque fois, je leur expliquais d'où est-ce que la question venait dans ma vie personnelle, avec un exemple, et ce que je voulais raconter avec cette partie du film. Par exemple, la première question du film, c'était le jour où je suis devenue noire. C'est-à-dire que moi, je leur disais, j'ai changé d'école quand j'avais 5 ans, et en arrivant dans la nouvelle école, quelqu'un m'a dit, je te donne pas la main, t'es noire. Et là, on voyait si les filles avec qui je parlais, elles avaient des expériences similaires
un exemple qui ressemblait à ça ou pas, à quel âge ça leur était arrivé, etc. Et une fois qu'on avait échangé notre expérience commune, là, je leur disais ce que je voulais faire avec cette partie du film. Et je leur disais, pour moi, ce que je veux que les gens comprennent, même sans que ce soit compris, on va dire, consciemment, c'est pas qu'à la fin de la partie du film, tu te dis « Ah oui, alors ça y est, j'ai compris comment ça marche le racisme ». Mais ce que je veux que les gens comprennent à la fin de cette partie, c'est que la race, comme construction sociale, historique, économique, ce qui fait que les gens disent que je suis noire, alors que la couleur de ma peau, c'est marron. Donc, noir, c'est une construction, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, noir? Et comment est-ce que moi, j'ai appris ce que ça voulait dire, noir, dans la société française? Je l'ai appris à 5 ans quand on m'a dit « Non, je te donne pas la main, t'es noir ». Parce que même si c'est pas une très grande explication, c'est une explication très simple quand t'as 5 ans. On t'explique tout de suite que tu devrais pas être comme ça et que la façon dont tu es physiquement, qui est en plus quelque chose que tu ne peux pas changer, ça, c'est un problème qui est assez grand pour pas qu'on te donne la main. Et à 5 ans, c'est déjà grave. Et ensuite vont venir d'autres insultes plus complexes, etc., qui vont te faire comprendre qu'effectivement, les Noirs ont une place bien à part dans la société française. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que pendant que nous, dès le plus jeune âge, on est construite comme blanche, comme noire, je veux dire, et socialisée comme noire, est-ce que le groupe majoritaire, est-ce que les Blancs, ils sont construits comme Blancs? Et est-ce qu'ils ont conscience qu'ils appartiennent à la norme et au pouvoir? Parce que finalement, personne ne va leur dire « Je ne te donne pas un travail parce que tu es blanc, je te contrôle quand je suis la police, je te demande tes papiers parce que tu es blanc, etc. » Alors qu'en France, aujourd'hui, un homme qui paraît noir ou arabe a 4 à 7 fois plus de chances de se faire contrôler par la police. Donc tout ça pour dire que moi, ce qui donne quelque chose de très sensible dans le film, c'est que toutes les filles, quand elles parlent, on est dans une connivence parce qu'on s'échange des expériences et on partage des choses qui nous sont arrivées à toutes. Moi, je connais l'expérience des hommes noirs, on va dire, déjà parce que j'ai un frère. Donc, il y a plein de choses que j'ai vues qui lui sont arrivées, mais elles ne me sont pas arrivées à moi. Donc, par exemple, c'est très différent pour moi de demander à un homme noir ce que ça lui a fait la première fois de se retrouver en garde à vue quand il avait rien fait, parce que je le comprends intellectuellement, mais je ne l'ai pas vécu. Moi, je n'ai pas eu peur. Ça ne m'est pas arrivé, ce truc de me retrouver dans un fourgon en sachant pas ce qui se passe, et j'ai 14 ou 15 ans, et puis je me retrouve en garde à vue et j'ai rien fait. Je le comprends intellectuellement, mais je ne l'ai pas vécu. Et du coup, je pense que ça n'aurait pas du tout donné le même film si j'avais fait un film comme ça sur l'expérience des hommes noirs. J'aurais pu leur poser des questions, parce que je vois ce que c'est l'expérience d'un homme noir en France, mais on n'aurait pas eu la même connivence, parce qu'on a tous les deux vécu la même chose. Et du coup, c'est pour ça que je dis qu'en fait, ce film, il serait hyper intéressant si un homme noir le faisait. Je pense qu'effectivement, il y aurait vraiment beaucoup de choses à raconter sur ce que c'est qu'être un homme noir, un garçon noir en France aujourd'hui. Mais moi, ce que je pouvais bien faire, c'était le sujet que je connaissais, qui est les femmes noires. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez prévu de faire un autre documentaire? Le retour. Ouvrir la voie, le retour. Je sais pas, pas tout de suite. Là, le prochain film, c'est aussi un film qui parle de mon expérience parce que ce sera un documentaire sur l'adoption internationale. Bon, moi, je suis adoptée en France, mais donc du coup, on va dire que c'est encore un film qui a une portée autobiographique. Mais moi, quand même, ce qui m'intéresse depuis le début, c'est de faire de la fiction. Tout ceci est un très long détour pour un jour pouvoir jouer dans mes films. C'était ça le projet du départ. C'est juste que bon, ça a pris des chemins détournés. Mais donc du coup, après ce deuxième documentaire qu'on est en train de tourner, là, on a déjà commencé à travailler dessus. Donc c'est la même équipe qu'Ouvrir la Voie. Ouvrir la Voie, le chef opérateur et monteur du film, c'était Enrico Bartolucci. Et là, c'est aussi la personne avec qui je travaille pour le deuxième film sur l'adoption. Donc là, on fait ce film-là. Et après ça, on va faire une fiction quand même. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, dans 15-20 ans, on fera Que sont-elles devenues? Et donc là, on pourra faire une suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ronaldo. Enchanté, Ronaldo. Quelle a été la réaction de votre entourage après la sortie du documentaire? Alors, mon entourage... Je dirais qu'une des choses qui a été bien avec le film, c'est que moi, pendant très longtemps, je pense que dans mon entourage, je suis un peu apparue comme, on va dire, Amandine, l'extrémiste, la militante, toujours excitée, énervée, etc. Et donc, d'un coup, et ça, je le sais parce que, par exemple, j'ai une très bonne amie qui me l'avait dit la première fois où on a montré des extraits, donc avant que le film soit fini. Elle était venue me voir à la fin et elle m'avait dit « Ouais, tu sais, c'est vrai que tu m'as souvent parlé des histoires de racisme en France, etc. Mais en fait, ça fait vraiment bizarre de voir autant d'autres femmes qui disent la même chose que toi. » Et du coup, je pense que le film, il a eu un peu cet effet-là en général sur mon entourage. C'est-à-dire que pour des personnes, et là je parle en particulier de mon entourage blanc,
C'est-à-dire que pour des personnes qui considéraient que j'étais Amandine, l'extrémiste qui parle tout le temps de racisme, d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un problème plus large en France, parce qu'apparemment, ce n'était pas que moi. Donc ça a été la première réaction. La deuxième, sur un plan plus personnel, vu que le film a fonctionné et qu'il y a eu aussi une forme de succès, je pense que ça a rassuré ma maman. Malheureusement, mon père est décédé pendant que je faisais le film. Et ça, c'est une de mes grosses, on va dire... quelque chose qui me fait beaucoup de peine parce que mon père m'aura connue que galérienne et je sais que ça inquiétait beaucoup mes parents parce que quand j'ai commencé à bosser sur Ouvrir la voie, j'allais avoir 30 ans et donc je pense que j'étais encore, si j'étais plus au RSA, mais je devais être au RSA, un truc comme ça, donc j'étais vraiment la personne qui a fait une grande école. J'avais fait Sciences Po, puis après j'ai fait un conservatoire, et puis après finalement j'étais serveuse, et puis bon j'étais au RSA, puis on comprenait pas ce que je fais dans la vie, puis j'avais pas d'argent, etc. Donc mon père est décédé effectivement avant qu'on monte le film, et il est décédé presque un an avant que le film sorte en salle. Et c'est vraiment dommage parce qu'il aura loupé tout ce qui s'est passé par la suite. Mais ma mère a pu voir ça. Donc ça, il y a une personne, en tout cas, je pense à qui ça a fait beaucoup de plaisir, c'était de se dire qu'effectivement, d'un coup, quand les gens lui demandent ce que je fais dans la vie, elle peut répondre réalisatrice. Alors que pendant très longtemps, elle m'appelait une fois qu'elle avait croisé, par exemple, les parents de mes anciens camarades d'école au supermarché, en me disant « Eh ben, j'ai vu la mère de machin, elle m'a demandé ce que tu faisais, eh ben, j'ai pas su quoi lui répondre. » Voilà, c'était un peu ça ma vie. Donc du coup, maintenant, je suis contente. Il y a quelque chose à répondre. Et puis, oui, plus généralement aussi, je me suis rendu compte que parfois, quand on dit des choses, alors, quand on dit les choses, ou même qu'on travaille sur des sujets de façon universitaire, etc., surtout pour les gens qui vous sont proches, c'est dur de comprendre ce que vous faites tant que ça n'a pas été reconnu de façon plus large. Donc, je me suis aussi rendu compte qu'à partir du moment où, par exemple, certains médias ont parlé du film ou de mon travail, il y a des gens que je fréquentais depuis très longtemps qui ont commencé à prendre ça au sérieux. Alors qu'avant, encore une fois, c'était genre « Oh, bah, c'est Amandine ». Oui. Donc ça a été un des gros changements. D'accord, merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Manel. Enchantée. Et j'aurais une question. Vous avez fait beaucoup de voyages à travers le monde. Et je voudrais savoir, notamment quand vous avez fait votre voyage en Australie ou bien en Amérique, comme par exemple le Canada, si votre point de vue sur le racisme aurait changé. Alors oui, mon point de vue sur le racisme a beaucoup changé. Le point de vue général n'a pas changé. Mais mon expérience en tant que femme noire a changé. Et donc ça, pour moi, ça a été une vraie découverte. Ce que je dis souvent, c'est que je me suis jamais vraiment sentie française avant d'aller en Australie. Parce que l'Australie, c'est la première fois de ma vie où quand on me disait « tu viens d'où ?» et je répondais « je suis française », les gens me disaient « oh, baguette, je sais pas quoi, béret ». Alors que moi, en fait, quand j'étais en France, si on me disait « tu viens d'où ?» et que je répondais « je suis française », les gens me disaient « non mais bon, vraiment, tu viens d'où ?» etc. Alors qu'en Australie, j'étais française, où les gens me disaient des trucs du style « toi, ça se voit vraiment que t'es française parce que ton foulard, il va avec tes chaussures, t'as vraiment un style de française et tout. » Et donc, c'était particulier parce que pour la première fois de ma vie, j'étais française avant d'être noire. En tout cas, dans les yeux des gens, je veux dire. Et ça, pour moi, c'était très spécial. Donc l'Australie, c'est la première fois où je me suis rendu compte qu'on peut être la même personne, mais que notre corps dit pas la même chose en fonction d'où on est. Et je l'avais peut-être vécu une première fois, mais j'étais plus jeune et j'étais avec mes parents, donc c'était différent. J'ai été en Guadeloupe avec mes parents quand j'avais, je pense, 12-13 ans, parce qu'ils voulaient que j'aille quelque part qui était un endroit majoritairement noir. Et donc là, par exemple, ça m'arrivait beaucoup que, je sais pas, dans la rue, les gens me disaient « ah, ma sœur, petite sœur, etc. » Des choses comme ça. Donc ça, c'était assez sympa parce que ça me changeait. Mais les gens aussi nous regardaient aussi beaucoup bizarrement puisque j'étais avec 2 personnes blanches que j'appelais papa-maman et que du coup, c'était pas non plus quelque chose de très fréquent en Guadeloupe. Donc ça m'avait moins fait cet effet, on va dire, de quelque chose de très positif. Je l'avais vécu aussi aux États-Unis après. Parce que là, j'ai fait mon premier séjour. J'avais donc une amie dont le père était un basketteur afro-américain. Et donc, ils m'ont amené un mois en vacances dans sa famille à lui à Washington, D.C. Washington, c'était une ville à l'époque très, très noire. Et donc, c'était la première fois de ma vie que j'ai passé un mois avec que des noirs. Parce qu'eux, ils vivaient dans un quartier noir où, en fait, j'ai vu un blanc pendant un mois. Ça m'était jamais arrivé. Et donc là, ça avait été aussi quelque chose de très nouveau aussi, de me rendre compte qu'on pouvait des fois vivre comme ça, avec que des gens qui vous ressemblent et que personne ne vous remarque jamais. Alors que mon expérience, c'était toujours qu'on me remarquait partout où j'allais parce que j'étais grande, j'étais la seule noire, etc. Donc ça, c'est comme ça que j'ai compris, si vous voulez, par exemple, quand on doit expliquer ce que c'est le concept de racisation. Il y a plein de mots aujourd'hui, quand on dit racisé, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Moi, j'explique souvent que la racisation,
c'est un processus et ça veut justement dire ça. Ça veut dire que notre corps, il n'a pas la même signification où qu'on aille. Donc moi, quand je suis française et que je suis en France, on me dit que je suis noire et je suis considérée comme noire. Et donc mon identité principale, c'est noire. Mais si par exemple, je vais au Mali, comme au Mali, je me comporte comme une Française, là, on va me dire « Ah, la Française !» et on va même me dire des fois « la Blanche ». Parce qu'en fait, c'est une façon de dire que je ne suis pas comme les Noirs du Mali. Et si je vais en Guadeloupe ou en Martinique, ben là, on va me dire négropolitaine. Parce qu'en fait, il y a une distinction entre les Noirs de la métropole et puis les Guadeloupéens qui vivent et qui sont en Guadeloupe. Donc moi, c'est ça qui m'a peut-être le plus éduquée sur la question du racisme. C'est qu'en fait, voilà, mon corps ne veut pas dire la même chose en fonction d'où je suis. Et donc, du coup, il y a des endroits où le fait d'être moins perçue comme noire que comme française me donne des privilèges. Et c'est ce que j'explique souvent sur le Canada, c'est que Montréal ou le Québec, Canada, c'est pas un endroit où il y a moins de racisme qu'en France. Parce que moi, j'ai plein d'amis noirs qui sont nés au Québec et en fait, leur sentiment, c'est le même que le mien. Mais moi, comme quand j'arrive au Québec, je suis française. Et maintenant, je suis une réalisatrice de films française et puis je suis une universitaire française, etc. Ben, je suis pas du tout traitée comme, par exemple, une personne noire qui arrive d'Haïti et qui vit à Montréal-Nord, qui est un quartier pauvre haïtien de Montréal. Ces personnes-là, elles sont traitées exactement comme les Noirs dans les banlieues parisiennes. Mais moi, quand j'arrive à Montréal, je vis sur le plateau, qui est le quartier des Français, et puis on va me présenter comme la réalisatrice de films françaises. Et donc, du coup, mon expérience, c'est pas du tout la même. Donc, c'est ça aussi, c'est ça que permet les voyages, c'est de se rendre compte de quand est-ce qu'on a des privilèges, par exemple. Le passeport français, quand on est en Afrique ou dans la Caraïbe, ou même, je pars en Amérique latine, c'est un privilège. D'accord, ok. Et dans lequel des pays où vous êtes allé, vous vous êtes senti le mieux intégré ? Intégré, je sais pas, mais en tout cas, l'endroit où je suis le plus en paix et au calme, c'est au Canada. Et d'ailleurs, je suis en train d'immigrer au Canada. Je fais une demande de résidence permanente pour m'installer à Montréal. J'y ai vécu 3 ans. Là, je suis de retour depuis septembre et j'attends mes papiers. Mais je vais repartir d'ici 1 an ou 2 parce que c'est un endroit où je peux travailler, où je suis plus calme et où effectivement, voilà, ma vie est beaucoup plus sympa et plus facile qu'en France. D'accord, merci pour toutes vos réponses complètes à toutes nos questions. Je vous en prie, c'était long, hein, c'est ça? J'aime bien cette façon polie. Merci pour ces réponses complètes. Bon, un petit peu longuette. Merci. Je blague, hein. C'est bon. Coupé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes né le 12 janvier 1952 à Arzeu, en Algérie. Vous êtes un dramaturge, vous êtes un auteur complet. Vous avez fait des romans, des textes pour jeunesse, du théâtre, des nouvelles et des poésies. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire tout ça ? Le fait de meubler le temps. Donc j'avais du temps devant moi, très très jeune, donc j'ai dit je vais commencer par écrire. Alors j'ai commencé par écrire des poèmes. Parce que moi j'habitais à la campagne aussi, mais c'était pas 3000 habitants, c'était 125 habitants. Donc c'était la vraie campagne, avec des vaches aussi. Donc il y avait pas de... Imaginez une époque où il n'y avait pas de téléphone et ce genre de choses. Donc je me suis mis à écrire très jeune en fait, pas pour faire des livres, hein, simplement pour écrire, pour remplir le temps. Donc c'était des poèmes, des petits morceaux, des extraits de pièces de théâtre, enfin des petites pièces de théâtre, des scénettes. Et puis ensuite, longtemps après, quand je me suis mis à en faire un métier, c'était un peu dans la droite ligne, on va dire. Merci. Et est-ce que ce portrait vous convient-il ou voulez-vous rajouter quelque chose ? Non, il ne me convient pas, mais on va le laisser comme ça. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Pourquoi avez-vous choisi la boxe comme passion de votre personnage principal du roman Uppercut? Que représente ce sport pour vous? Donc, je vais essayer de répondre à la première question. L'idée du départ du livre, le livre qui s'appelle Uppercut, est né de chiffres qui étaient aux États-Unis. Par exemple, il y a un chiffre entre 1880 et 1950. Il y a 4700 Noirs, enfants, femmes et adultes qui sont lynchés. C'est-à-dire qu'ils sont pendus pour la plupart dans des arbres. Et il y a une chanteuse qui s'appelle Billie Holiday. On avait fait une chanson qui s'appelait Les étranges fruits. Donc ça, c'était un chiffre aux États-Unis. L'autre chiffre, c'était entre les années 2000 et 2015 à peu près 129 Noirs américains tués par balle par des policiers. Ça, c'est l'autre grain qui fait avancer l'idée.
Alors, je voulais faire un livre qui se passait un peu comme ça aux États-Unis autour de cette question-là, et ça m'a paru un peu compliqué, moi qui suis un campagnard de France. Donc, j'ai retranscrit un peu l'histoire ici à travers l'existence d'un boxeur qui s'appelle Rubin Carter, qui avait été condamné aux États-Unis parce qu'on l'avait accusé d'avoir tué des gens dans un bar, alors qu'en fait c'était une espèce de règlement avec des indices. Donc on leur a dit, si vous dites que ces deux-là ont été dans le bar à telle heure, donc vous allez avoir moins de peine de prison. Voilà. Et Rubin Carter a fait de la prison jusqu'en 2004. Il n'a pas été électrifié sur la chaise, très curieusement, avec son camarade. Et Rubin Carter en fait était boxeur. Il a commencé la boxe à l'armée lorsque les Américains étaient stationnés en Allemagne, et il a fait des combats. Et lorsque est arrivée l'histoire des meurtres à Patterson, il était aux portes des championnats du monde de boxe. Voilà. Donc là. Et alors, comme je voulais quand même raconter toute cette histoire-là, donc j'ai créé un personnage qui est en France, donc qui s'appelle Erwan, dont le père est sénégalais. Voilà. Et ce garçon est lui un boxeur, en tout cas il aime la boxe. Voilà un petit peu le lien qui se fait avec le... Alors la seconde question, je ne me souviens plus. Et que représente ce sport pour vous ? C'est un sport de pauvre en fait. C'est un sport de pauvre parce que l'on prenne aux États-Unis ou ici en France, et même maintenant, c'est un sport de quartier, c'est un sport de maghrébins, c'était un sport de juifs d'Algérie il y a très longtemps lorsque c'était Marcel Cerdan. Parce que des gens n'avaient que ça, ou alors aux États-Unis, il y a le basket aussi. Pour sortir, on voit rarement sur un green de golf un noir qui tient la crosse pour jouer et un blanc qui tire le chariot derrière. C'est toujours le contraire. Parce qu'ils se sont dit, dans la vie normale, les noirs, ils tirent des poubelles dans la rue, donc on va leur faire tirer des caddies de golf sur les golfs. Donc la boxe, c'est un peu ce qui a permis à certains boxeurs, certains individus, en étant boxeurs, à se sortir un peu de la vie où ils étaient. Alors on en connaît quelques-uns comme Cassius Clay, qui s'appelait à ses débuts Cassius Clay, qui a été champion olympique en 1960. Et puis après, il y avait la guerre du Vietnam dans les années 64, et il ne voulait pas qu'on l'envoie tuer des Vietnamiens. Il a dit, aux États-Unis, je suis rien, il n'y a pas de droit civique, et là, vous m'envoyez au Vietnam pour tuer des gens que je ne connais pas. Donc c'est là où il a changé de nom, il s'appelait Mohamed Ali, après, et à travers lui, donc il y a plein, il y a Holyfield, il y a Mike Tyson, dans les gens plus récents. Voilà, donc c'est pas un sport que j'aime, mais c'est malgré tout c'est un sport qui permet à des gens de sortir un peu de la rue, de la condition dans laquelle on les a posés, parce que autrement il n'y a rien d'autre, il n'y a pas, ce sont des sports. Alors maintenant, le football, aujourd'hui, là, en 2015, 2020, maintenant, à l'heure actuelle, le foot est un peu ouvert. Donc si on prend même l'équipe de France de foot qui était championne du monde en Russie là, cet été, quasiment la moitié de l'équipe, on pourrait faire une équipe de franciliens. On pourrait faire l'équipe de l'Île-de-France, ce serait quasiment l'équipe de France. Si on prend N'Golo Kanté, Pogba, tous les gens qui sont dans cette équipe. Voilà. Donc maintenant, le football est un autre vecteur de sport en dehors de la boxe. Mais vous avez très peu des gens qui font du ski de fond en noir en équipe de France ou même en équipe de Norvège. Voilà. Donc c'est comme ça. Est-ce que quand vous étiez petit, vous avez déjà pensé à faire de la boxe ? Pas du tout, non, j'avais pas envie de me faire casser le nez parce que tous les copains, moi j'avais des copains quand j'habitais à Grenoble qui étaient des boxeurs, des vrais boxeurs, qui ont fait des championnats d'Europe, des championnats du monde, et ils avaient tous le nez un peu fracassé, la cloison nasale, donc c'est pas un truc. Alors moi je faisais de la course à pied pour me sauver, pour aller plus vite. Mais la boxe, non, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé. Moi, j'avais un frère qui avait été tenté, mais finalement il a choisi le karaté. Donc maintenant il est toujours professeur de karaté, mais il trouvait que la boxe aussi, ça risquait de lui abîmer un peu la figure. Et puis la boxe, ce que j'explique souvent, c'est que c'est quand même un sport très très particulier. Parce que si vous prenez une équipe de basket ou de foot ou de handball, les gens marquent un but ou un panier. Alors que la boxe, c'est quand même taper dans la tête de quelqu'un pour que sa boîte crânienne aille exploser à l'arrière. Et alors, je ne sais pas si je peux arriver à faire l'image, mais une boîte crânienne, c'est comme ça, c'est comme cette bouteille d'eau. Et si on tape à l'avant de la boîte crânienne, je vais la mettre comme ça, si on tape ici, alors je vais faire le mouvement.
C'est moins visible sur cette bouteille parce qu'il y a trop d'eau. Mais en fait, ce qui veut dire le cerveau, lorsqu'on le tape à l'entrée ici, il vient cogner contre la boîte crânienne ici. Et au bout de 5, 6 ans, 10 ans de boxe, les gens ont des séquelles et soit ils deviennent parkinsoniens pour certains ou ont des maladies mentales aussi. Donc c'est vraiment pas un sport que j'avais envie d'aller pratiquer. Et d'où vous vient ce titre Uppercut? Parce que pour moi, Uppercut, ça veut dire redonner une droite. Ah oui, mais toi, tu connais rien à la boxe, c'est pour ça que tu dis ça. Bah si, justement. Et non, c'est une droite. Il y a plein, tu vois, c'est marqué Uppercut et c'est expliqué. L'Uppercut est un coup de poing porté de bas en haut dans un combat de boxe. De bas en haut. Une droite, c'est ça, une droite. Un crochet, c'est ça. Okay, tu verras tout à l'heure, j'aime pas la boxe, mais je peux faire 2-3 trucs. Mais mets un casque quand même, parce que je suis assez violent en fin de journée le lundi. Hein. Je suis très violent. Donc en fait, le titre Uppercut, lorsqu'on écrit un livre, donc il y a un titre, et puis après, lorsque le texte est chez l'éditeur parfois préfère changer de titre pour que ce soit peut-être plus vendable. Et on est tombé sur Uppercut parce que c'était un petit peu court et percutant, peut-être tout simplement. Voilà. Si on aurait dit la triste histoire d'Erwan, petit boxeur sénégalais, ça faisait peut-être un peu trop long et les gens ne seraient pas allés au bout. Alors Uppercut, on s'en souvient. Voilà pourquoi le titre s'appelle comme ça. Ok, bah merci. Eh bien, merci. Bonjour, je m'appelle Adam. Bonjour, je m'appelle Ahmed. J'aurais une question. J'aurais une réponse. Comment vous êtes rendu compte de l'existence du racisme? Un événement vous a-t-il marqué? Ah, alors ça, il y a comment il s'appelle? Il y a Obélix, quand il était petit, il est tombé dans la marmite de la potion magique là, et puis après donc il n'avait pas besoin de prendre la potion, autrement il tombait malade. Alors nous on est tombé dans la marmite de la potion du racisme, tout comme ça, plouf. Alors, parce que moi dans le petit village de 125 habitants, il y avait 122 racistes certainement. Donc et alors moi je suis né à une époque quand même, c'est très très important, il y avait ce qui s'appelait la guerre d'Algérie, enfin ça s'appelait pas comme ça, on disait les événements en Algérie. Donc et moi dans toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 12 ans, 15 ans, même lorsque la guerre s'est arrêtée, on avait droit à des invectives, pour pas dire des mots pires que ça. Et le racisme, c'était quelque chose qui nous traînait sur les épaules ou dans les cheveux du matin au soir. Donc c'était pas du tout quelque chose de... il fallait pas aller très loin pour le découvrir. Il suffisait d'ouvrir la porte et puis on tombait sur les premiers racistes venus. Et quand j'ai écrit Uppercut, j'ai placé l'histoire dans le pays où j'étais, quand j'étais petit, quand j'avais entre 0 et 15 ans. Et les personnages qui sont là-dedans, ce sont des personnages que j'ai croisés des dizaines de fois. Mais ils étaient gentils quand même, ils étaient racistes un peu quand même. Et comment ressentez-vous le fait d'avoir partagé un épisode difficile de votre vie au grand jour? Quel épisode? Du racisme. Ah oui, mais c'est pas un épisode, il y a plusieurs épisodes. Parce que ça s'arrête pas. Ça s'arrête tout à l'heure, Amandine parlait des contrôles de la police ou dans la rue, des choses comme ça. Donc ça se passe tout le temps. C'est pas. Alors moi je suis un peu moins exposé, mais parce que je suis moins noir que certains, moins marron que d'autres. Mais ça existe. Et quand un policier fait son travail avec sérieux, je lui dis vous faites un contrôle au faciès. Donc je lui le dis. Mais puis point à la ligne. Je lui mets pas un coup de but, je lui mets pas un coup de tête, mais je peux quand même lui dire ça. Alors un gamin, un jeune qui a 15-16 ans dans la rue va peut-être être un peu plus virulent par rapport à ça et exploser de manière différente. Nous, il y a un âge, il y a un certain moment où ces choses-là, on les connaît, donc on a intérêt, si on veut un peu survivre, de ne pas tomber malade tout le temps. Donc il faut un peu arrondir les angles parfois. Merci. Merci. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que dans votre pays natal, avez-vous déjà été victime de racisme? Alors le pays natal, moi j'y habitais 6 mois, donc il y a peut-être des gens qui ont été racistes envers moi dans mon couffin, mais je m'en suis pas aperçu. Par contre, parce que ma mère me parle souvent de ça, ma mère ou mes grands-parents ont certainement été victimes du racisme.
Voilà, parce que c'est des choses moi que j'ai entendues très très souvent. Non, le racisme, moi je l'ai pas connu en Algérie, je l'ai connu quand j'ai commencé à grandir. Mais en Algérie, j'étais pas. Mais ça c'est une autre histoire. J'ai vu qu'il y avait des racistes en Algérie, par contre, encore maintenant, parce que il y a pas longtemps, il y avait élection de Miss Algérie. Alors je savais pas que ça existait, Miss Algérie, et donc il y a un mois ou deux, ils ont élu une Miss Algérie. Et en fait, elle était noire. Alors il y a plein d'Algériens qui sont un peu marrons, eux, disaient mais c'est pas normal, vous avez mis une Miss Algérie qui est noire, les Algériens sont pas noirs. Alors qu'en fait, si on regarde l'Afrique, l'Algérie, au sud de l'Algérie, il y a des pays d'Afrique noirs. Donc même aujourd'hui, il y a des Algériens d'Algérie qui sont racistes. C'est bizarre, hein, le racisme. Dans votre livre, pourquoi avez-vous choisi d'attribuer à votre personnage, Erwan, des origines bretonnes ? C'est pour brouiller les pistes. Il y a des gens qui habitent à la campagne et on a l'impression qu'ils sont issus de ce milieu-là. Et puis malheureusement, s'ils sont un peu noirs, s'ils sont un peu bronzés ou un peu plus avec une autre couleur, ben on va pas les considérer comme des gens du cru. Donc moi j'ai choisi un breton noir. C'était encore plus pour un peu accentuer le problème par rapport à Erwan et ce qui lui arrive dans sa vie. Parce qu'on pourrait. Tu peux rester, parce que j'ai pas fini. On m'a dit qu'il me restait encore 15 minutes pour répondre, donc je peux encore répondre. Non, c'est parce que on pourrait dire, voilà, il est breton, donc il pourrait s'appeler Goënaël ou Erwan, et puis il serait blanc. Là on va mettre un garçon qui est breton, mais il est noir. Mais le problème, c'est que son côté breton, il va jamais apparaître. C'est toujours son côté noir qui va apparaître. Hein. S'il habite à Brest ou à Landerneau, on va voir d'abord qu'il est noir. On ne va pas voir qu'il s'appelle Erwan et qu'il est breton. Hein. Voilà. Ça, j'ai bien répondu ? Oui. Bon, ça va. Merci. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi un enfant métis dans votre livre ? Parce que il fallait, pour ce que j'expliquais au début, pour arriver à des Américains noirs à la boxe, que j'ai un garçon qui est la couleur de peau mat, quand même sombre. Et voilà, si j'avais pris un grand blond comme Rocky 2, ça marchait moins. Là, c'était un peu pour la démonstration. C'était juste le fait qu'il y avait les Américains au départ. Erwan, son idole, c'est Robin Carter, qui est un noir américain. Et donc ça reste un peu dans la ligne directe du boxeur noir américain à ce garçon qui pratique la boxe. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi de montrer le racisme à travers un enfant ? Je sais pas, on peut écrire, il y a d'autres livres sur ce sujet-là. On peut écrire un livre sur le racisme avec un vieillard. J'ai écrit une nouvelle il n'y a pas très longtemps, où c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui subit le racisme. Voilà, il a 75-80 ans, donc ça peut être à tout âge. Hein. Moi, mon histoire, c'était celle-ci. C'était le garçon qui pratiquait de la boxe, donc il avait 15 ou 16 ans. Et je me suis attelé à ça, mais on pouvait faire des histoires, un livre, un sujet de livre avec plein de personnages différents. Ça pouvait être une fille aussi, ou une grand-mère, ou que sais-je, hein, c'est pas... ou ma mère, ma propre mère. D'accord, merci. Ça te fait rire quand je dis ma mère ? Oui. Pourquoi ? Non, parce que je dis ma mère. Parce que tu crois que ma mère, elle n'a pas subi le racisme ? Je sais pas, peut-être. Peut-être, hein. Donc on pourrait tout à fait faire parce que ma mère, lorsqu'elle est arrivée en France, je continue la question, lorsqu'elle est arrivée en France, dans ce petit village, alors c'était même pas le village de 125 habitants, c'était un hameau où il y avait peut-être 38 habitants. Et les gens étaient très étonnés parce que ma mère parlait français. Et là, dans cet endroit-là, les gens, c'était la première fois qu'ils voyaient quelqu'un qui arrivait d'Algérie, et ils étaient étonnés que cette femme parle français. Et je vais vous raconter une histoire, c'est que mon frère est né juste donc après moi, à l'hôpital de la Bourgade à côté, et c'était le premier enfant maghrébin qui est né là, dans cet endroit. Et c'est ma mère qui me raconte ça. Donc mon frère est né, il naît, et il est un peu plus sombre que moi, il a la peau un peu plus sombre, et il y avait une sage-femme qui le tenait dans ses mains, et elle a appelé une autre collègue parce qu'elle ne pouvait pas le tenir. C'était impossible pour elle de tenir un enfant qui était un petit peu noir. Donc tu vois, ma mère a subi le racisme dès la naissance de son premier enfant ici en France. Enfin, le racisme ou quelque chose qui ressemble à ça en tout cas. Comment elle a réagi ?
Alors ma mère, comme elle parlait français, elle a toujours été très virulente après dans son existence toujours. Donc elle répondait comme elle répondait. Une fois, elle était à la poste en train de retirer de l'argent. Et puis même si elle ne sait pas lire et écrire, elle s'est aperçue que la dame, sur le livret de caisse d'épargne, avait commis une erreur. C'est son œil qui parle. Et donc la dame du guichet lui rend le carnet. Et ma mère regarde comme ça, puis les chiffres, ça lui apparaissait pas, parce qu'avant les livrets de famille c'était rempli au stylo, hein, c'était pas comme maintenant avec une machine, ça n'existe plus d'ailleurs. Et elle voit ça et elle dit à la dame, mais vous m'avez pris de l'argent. Alors la dame dit, oh, comment ça se fait? Moi je sais lire, il est hors de question, je n'ai pas pris de l'argent. Et ma mère insiste quand même, puis elle fait venir le directeur du bureau de poste, et puis ils se sont aperçus qu'en fait cette dame avait pris de l'argent sur l'argent de ma mère, sur son livret. Et en fait, ils se sont aperçus après que cette dame était coutumière du fait, à chaque fois que quelqu'un qui ne savait pas lire et écrire arrivait avec son carnet, eh ben, elle prenait de l'argent dessus. Voilà. Donc ma mère, tu vois, elle ne se laissait pas marcher dessus. Et donc ça c'est des épisodes comme ça. Elle en a vécu beaucoup. Hein. Il y a la maternité, il y a la poste, il y en a plein d'autres ailleurs. Et on pourrait effectivement un jour faire une liste de tout ce qui lui est arrivé depuis qu'elle est arrivée ici. Maintenant, tu peux me remercier pour de vrai et tu peux t'en aller si tu veux. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Solivan. Avez-vous rencontré des obstacles dans votre carrière en tant qu'arabe en France ? Alors, il y a des... Qu'est-ce que c'est la carrière? Parce que moi j'ai commencé à travailler, j'étais éboueur. Mon premier métier, c'était éboueur, donc ça ne gênait personne. Donc, j'ai eu aucun obstacle. Parce que moi j'étais éboueur du côté droit, parce qu'on était derrière le camion, et mon père travaillait à côté de moi, éboueur côté gauche. Et à l'époque, en plus, les poubelles, elles n'étaient pas relevées mécaniquement, c'est nous qui les soulevions. Donc il n'y avait aucun problème. On passait dans la rue, je disais, ah ben tiens, il y a 2 éboueurs. Non, on s'en fiche, c'est leur métier. Voilà. Après, ça peut arriver dans d'autres lieux. Moi je n'ai pas fait d'études, donc je n'ai pas eu à me confronter à ce genre de choses. Donc j'ai travaillé sur des chantiers, je travaillais dans des usines et des endroits comme ça. Donc des gens comme moi, il y en avait besoin. Donc ça ne se posait pas du tout comme question. Et après dans l'écriture, par rapport à ce que je fais maintenant, il y a pas, j'ai pas ressenti. C'est arrivé une fois il y a quelques années là où on a annulé une rencontre près d'Aix-en-Provence parce qu'on était invité. Il y avait une écrivain qui s'appelle Maïssa B et moi. Il y a un dessinateur qui s'appelle Jacques Ferrandez et l'animation était prévue depuis très très longtemps, depuis de longs mois, puis au dernier moment on nous a dit on ne va pas la faire. Parce qu'en fait, et là c'était vraiment un acte délibérément raciste. Parce que dans la commune, ça se passe autour d'Aix-en-Provence, et les gens qui étaient dans le conseil municipal de la ville à côté avaient décidé qu'ils ne voulaient pas nous voir. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Steven. Je m'appelle Ahmed. Lorsque vous avez commencé l'écriture, votre but était-il de faire passer un message? Si oui, lequel? Non, j'expliquais ça au début. Moi, quand j'ai commencé à écrire, donc si je me trouve à l'âge de 10, 12, 15 ans, j'avais envie d'écrire parce que c'était ce qui me faisait plaisir. Je faisais aussi de la course à pied à côté, mais il n'y avait pas de message. Et même aujourd'hui, là on parle de ce livre qui dont le sujet est le racisme, mais j'ai écrit d'autres livres sur les SDF ou sur les femmes battues ou sur le harcèlement scolaire. Donc c'est toujours, quand j'écris un texte, un livre, c'est toujours un thème de société. Donc je dis, tiens, il y a des choses comme ça dont on ne parle peut-être pas beaucoup. Est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Comment on peut le faire? Et est-ce qu'on peut le faire? Voilà. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de message, c'est de l'information. La semaine dernière, j'ai rencontré à peu près 600 élèves entre la Normandie et l'Alsace, et c'était pas facile d'évoquer ce sujet. Je sentais quand même qu'il y avait des freins à main dans
dans certaines classes, dans certaines voies, mais moi je ne suis pas un messager. Je dis juste, voilà, ce texte existe, ce garçon Erwan existe. Si vous avez envie de le lire, ben, lisez le livre, mais je ne suis pas un messager, je ne suis pas un militant. D'accord, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et au revoir. Quand tu dis d'accord, t'es d'accord ou pas d'accord? Je suis d'accord. T'es d'accord? Je suis d'accord. Bon, d'accord. Bon, bah, écoute, on est d'accord tous les deux là. Merci, au revoir. Merci. Est-ce que c'est cadré? Caméra 1. Non, pas encore. C'est bon, c'est cadré, caméra 1. Caméra 2. Caméra 3. Caméra 4. Caméra 5. Le son. Action. Nous allons donc passer à la partie du débat. Selon vous, pourquoi vous avons-on réuni tous les deux autour de ce débat, les racismes? Je pense parce que d'une façon ou d'une autre, notre travail parle de ça. Alors moi, je suis peut-être plus du côté militante qu'Ahmed. Donc en tout cas, peut-être que pour moi, c'était plus évident parce que je parle beaucoup de ça dans mon travail, que ce soit sur mon blog. Ouvrir la voie, c'est un film qui adresse beaucoup ces questions aussi. J'ai des conférences sur ma page YouTube qui parlent pas mal de ces questions. Donc je dirais que c'est pour ça que j'ai été invitée, j'imagine, hein, pour une expertise qui va au-delà du fait que je suis une femme noire et que donc j'ai eu la chance de vivre le racisme de première main. Donc je peux aussi parler de ça. Mais effectivement, je travaille dessus dans mon travail universitaire et créatif. Moi, parce que j'ai écrit un livre magnifique et dès sa sortie, la bibliothèque de Montreuil désirait me voir ce jour ici chez eux. Selon vous, qu'avez apporté-vous d'utile à la société? Ahmed, prêt, oui, prêt. Je ne sais pas si on apporte des choses utiles. Tout à l'heure, dans l'entretien précédent, je parlais des élèves que j'avais croisés la semaine dernière. Il y en avait 360 d'un côté, puis quasiment 200 de l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est utile, mais c'est nécessaire. C'est peut-être là le côté militant qui interviendrait, parce que si on laisse les choses aller, on va se retrouver sur ce sujet-là, hein, sur le sujet du racisme, dans des réserves, comme les Indiens il y a quelques siècles. Donc il faut effectivement aller, parce qu'on nous dit, oui, mais là, dans pas très longtemps, je vais dans le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'est pareil. C'est des contrées qui sont sinistrées par rapport à ce sujet-là. Et si nous, on considère qu'on ne va pas y aller parce que les gens ne sont pas de notre bord, non, il faut y aller. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a un côté de militant. Et même quand on écrit, tout à l'heure je parlais d'autres livres, lorsque j'avais eu l'idée d'écrire un livre sur les femmes battues, sur les violences faites aux femmes, sur les femmes qu'on tue surtout, lorsque j'avais proposé cette idée de livre, j'en avais parlé à quelques éditeurs et aucun éditeur ne semblait intéressé. On disait oui, mais c'est un sujet difficile, comment on va l'aborder? Donc en fait, personne ne voulait de ça. Donc si on écoute un peu la voix du monde, on nous dirait de nous taire. Et c'est vrai, c'est pareil lorsque j'ai fait le livre sur les SDF, ou particulièrement dans le livre, il y a 2 portraits de femmes SDF, parce que les femmes SDF sont très présentes, quasiment à hauteur de 40%, peut-être maintenant, dans la rue. Il aurait fallu peut-être ne pas en parler. Donc les livres, ça sert aussi à ça, et ça sert à dire ça existe, les femmes battues, ça existe les femmes que l'on tue. Et il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, j'ai évoqué ce livre alors que ce n'était pas le sujet de la rencontre. Et il y a une jeune élève, une lycéenne qui est venue me voir en me disant, monsieur, le livre dont vous avez parlé tout à l'heure, comment il s'appelle? Parce que j'aimerais bien le lire. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, comment. Mais voilà, c'est un petit pont. C'est un petit pont, ça veut dire que quelqu'un, peut-être, l'idée de ce livre lui a ouvert une voie, elle va le lire. Peut-être qu'elle est concernée ou qu'elle connaît quelqu'un qui est concerné par ce sujet-là. Et c'est vrai que là, j'ai reçu une lettre, j'ai pas eu le temps de répondre. Hier, il y avait une lettre sur ma table depuis samedi. C'est un garçon qui s'appelle Wissam, qui habite en Loire-Atlantique, à Trignac, qui m'envoie une lettre parce qu'il avait lu Hypercute. Et il me dit, mais moi aussi, je suis un garçon noir et je subis ce que subit Erwan dans le livre. Et ça m'a beaucoup touché. Est-ce que vous accepteriez de me répondre? Donc, là, je vais attendre
quand je vais rentrer chez moi mercredi pour lui répondre. Donc voilà. Donc lorsqu'on écrit un livre, on pose, c'est quelque chose qui se pose sur des étagères d'une bibliothèque, d'une librairie, et des gens viennent piocher là-dedans. Et parfois, ça peut. Une fois, j'étais dans un collège il y a quelques temps là, et je sors du CDI, et il y a un garçon qui m'attendait. Il me dit, monsieur, je vous attendais parce que je suis harcelé dans ce collège. Ah bon. Alors, il savait que j'avais écrit le livre, donc on a discuté un petit peu. Voilà, ce garçon-là, il avait éprouvé le besoin de m'attendre pour me dire, monsieur, je suis harcelé dans ce collège. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc les livres, c'est des petites bouées comme ça. Ouais, moi je suis d'accord aussi avec Ahmed sur cette idée que on peut pas, en plus, quand on est en train de faire un travail, on ne peut pas vraiment mesurer l'impact qu'il y a dans la société. On le saura dans, je sais pas, 5, 10, 15 ans. La seule chose qu'on sait, c'est ce qu'on aimerait bien faire avec ce travail-là. Moi, c'est vrai que ce que j'avais envie de faire, et je pense que c'est marrant aussi qu'on ait tous les deux grandi à la campagne, alors une beaucoup plus campagne que l'autre, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'isolement à la campagne. Et moi, je me suis souvent sentie seule, avec mes questions, avec les choses que je devais affronter. Et moi, je dirais que si une des choses qui, en tout cas, qui guide mon travail, c'est justement que, au travers de créations artistiques ou encore une fois de travaux universitaires, etc., dépendamment de qui vous lit, dépendamment de qui vous voit le film, vous allez pouvoir permettre à certaines personnes de rompre leur isolement, aussi à leur donner le sentiment que ce qu'elles vivent, c'est légitime. Parce que parfois, quand on vit quelque chose, on a l'impression qu'on est la seule personne à le vivre. Puis d'un coup, si vous lisez un livre où on vous présente l'expérience de quelqu'un qui est similaire à la vôtre, où vous voyez un film comme Ouvrir la voie, où il y a 24 autres femmes noires qui parlent de choses qui leur sont arrivées, qui sont similaires aux choses qui vous sont arrivées, d'un coup, tout ce que vous avez vécu, alors c'est légitimé parce que vous voyez à l'écran. Et donc, ça va vous donner aussi plus de force pour vous dire, non, c'est pas normal. Non, alors si ça m'arrive, qu'est-ce que je peux mettre en place? Vous pouvez entendre d'autres personnes qui vous disent, moi, face à la discrimination à l'orientation scolaire, j'ai fait ceci. Moi, quand on m'a discriminé dans le monde du travail, j'ai fait cela. Donc aussi, non seulement voir son expérience comme un miroir, mais peut-être aussi apprendre des stratégies pour s'en sortir. Donc effectivement, déjà se sentir moins seul, une expérience partagée, découvrir des stratégies pour s'en sortir. Et puis, à titre personnel, c'est vrai que moi, ce qui m'anime, c'est juste que, pareil, je ne me verrais pas rester sans rien faire dans une société où quand même les discours racistes, sexistes, etc. progressent, et les violences aussi, même physiques, à une vitesse qui devrait faire peur à tout le monde en fait. Tout le monde devrait se sentir concerné et avoir envie de faire quelque chose. Moi, je le fais par la création et puis un peu de militantisme et puis un peu de recherche. Il y a plein de façons de le faire, mais moi, ce que je trouve plutôt étonnant, c'est de voir qu'il y a moins de gens inquiets que ça. Je pense que là, c'est un peu le moment où effectivement, il faut faire quelque chose d'une façon ou d'une autre. Et avec les outils qu'on a à sa disposition, il faut essayer de faire quelque chose parce que sinon, la direction que prend le pays, elle est, et surtout quand on voit aussi ce qui se passe dans le reste de l'Europe, c'est assez inquiétant. Donc, c'est aussi important, même je dirais pour soi. Souvent, on oublie que les artistes, c'est des gens égoïstes aussi. Quand on fait quelque chose, c'est d'abord pour nous, parce que ça nous fait plaisir. Donc, on est content si ça contribue à la société. Mais la vérité, c'est que moi, de toute façon, si je ne pouvais pas écrire ou faire le film, je serais vraiment malheureuse. Je ne pourrais pas fonctionner parce que j'ai besoin de raconter mes histoires aussi. Donc, c'est certes un peu pour la société et c'est aussi beaucoup pour nous. Je vais vous poser une question avant de passer aux questions du public. Beaucoup de gens emploient le mot black au lieu de noir ou encore rebeu au lieu de arabe. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous voulez parler du mot que nous employerions, que nous pourrions employer. Alors, juste par rapport à black, dans le manuscrit, lorsque j'ai écrit le texte, lorsqu'il est arrivé chez l'éditrice, c'était marqué le mot noiro. Il y avait noiro. Et donc, dans la marge, dans les corrections, l'éditrice me dit black, il faut mettre black. Elle me dit parce que noiro, c'est péjoratif et c'est peu utilisé par les jeunes. Mais je lui dis, je m'en fiche, moi. Moi, je veux pas mettre black, parce que c'est pas comme ça que je parle dans la vie de tous les jours. Au même titre que plus loin, il y a le paysan qui est là, il dit, tu veux boire un coup? Moi, j'habitais à la campagne, il disait, tu veux boire un coup? C'était quelque chose de tout à fait normal. Et elle me fait dire, tu veux boire un coca? Voilà, donc le coca, black, c'est des mots comme ça. Et donc, on a gardé noiro, parce que pour moi, black, c'est pas un mot que j'utilise. Alors, j'espère juste que l'éditrice ne va pas écouter ce que je viens de dire, comme c'est enregistré coupé.
Moi, ce que je trouve intéressant, il y a un extrait d'Ouvrir la voie, donc une scène qui a été coupée, qui est sur YouTube, qui s'appelle Il s'agit d'un black, où il y a justement les filles qui discutent autour de ça, de l'emploi du mot black dans la société française, puisque ce que moi je dis souvent, c'est qu'on ne dit pas white pour parler des blancs, alors qu'on pourrait le faire. Alors on me pose souvent, vu que je fais beaucoup d'interventions en milieu scolaire, qu'on utilise le mot babtou. C'est vrai, on utilise le mot babtou, qui pourrait être l'équivalent de white, mais ce qui est intéressant avec black, c'est que la France n'est pas un pays bilingue. Les gens parlent généralement assez mal anglais d'ailleurs. Donc du coup, le seul mot qu'ils utilisent en anglais au milieu de leur phrase, c'est black. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est que si on mélangeait tout le temps le français et l'anglais, par exemple comme à Montréal où je vis, qui est une ville bilingue, donc là ça me choque pas, ou ça me choque moins quand les personnes blanches vont utiliser le mot black, parce qu'elles peuvent l'utiliser, mais elles vont utiliser plein d'autres mots anglais dans leur phrase. Mais en France, quand les personnes blanches n'arrivent pas à le dire le mot noir, ça m'intéresse. Il se peut que ce soit aussi des choix de langage de jeunes et de parler en verlan quand on dit rebeu, etc., etc. Mais quand on a des personnes, je sais pas moi, blanches de 50 ans qui disent black au lieu de dire noir, alors là, effectivement, ça dit quelque chose de notre société. Quand dans les traductions de séries télévisées, donc on prend une série américaine et on traduit tous les mots sauf le mot noir, où on laisse le mot black, qui du coup, alors là, devient quelque chose d'étrange, c'est-à-dire qu'on a pris le soin de doubler une série en français, mais le seul mot qu'on a laissé en anglais, c'est le mot black. Là, pour moi, ça dit quelque chose de notre société, c'est qu'il y a un malaise. Et je pense que c'est intéressant que l'éditrice aussi, elle ait dit, bon, alors on coupera peut-être ça, je ne sais pas, vous ferez comme vous voulez, mais qu'elle ait dit, oui, il vaut mieux mettre black, etc., parce que noir, c'est péjoratif. Noir, techniquement, ça ne devrait pas être péjoratif. Si c'est péjoratif, ça veut dire que la personne qui l'utilise n'est pas tout à fait au clair sur quelles sont effectivement les représentations derrière les termes. Et effectivement, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire noir? Mais c'est vrai que c'est aussi dur de dire blanc. Vous remarquerez qu'il y a plein de personnes, quand on leur dit qu'elles sont blanches ou quand on dit les blancs, elles s'énervent. Parce qu'en fait, encore une fois, le groupe majoritaire, la norme, c'est le groupe, on dit souvent, la norme, c'est ce qui n'est pas nommé, c'est ce qui ne se voit pas. Donc à nous, on va nous dire les noirs, parce qu'on n'est pas le groupe majoritaire. Mais quand vous vous retournez vers le groupe majoritaire et vous les dites, mais alors vous, les blancs, ils vont vous dire, attendez, on ne peut pas essentialiser, il ne faut pas comme ça réduire les gens. Mais en fait, quand on nous dit les noirs, nous aussi, on nous réduit. Donc soit on utilise un terme commun pour tous les êtres humains, mais si ce n'est pas ce qui se passe, il faut être capable de nommer toutes les communautés. Et aussi donc être capable de dire, il y a les noirs, il y a les asiatiques, il y a les arabes, il y a les blancs. Et puis après, qu'est-ce que ça veut dire d'appartenir à chacun de ces groupes? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est juste que puisqu'on a un terme aujourd'hui qui pose un peu question, un ou deux, il faut avoir ces conversations-là. C'est intéressant aussi d'avoir les gens se positionner. Qu'est-ce qui les met mal à l'aise? Moi, par exemple, j'aimerais que les gens me disent parfois, moi, j'aime pas. L'autre jour, pareil, j'ai fait une projection à la campagne, donc on parlait de ça. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, mais je sais pas pourquoi, il y a plein de personnes. Donc, c'était dans un collège où quasiment tous les élèves étaient blancs. Et elle disait, mais les adultes, dans leur village, ils n'aiment pas le mot babtou et tout, parce que babtou, ça vient de toubab. Et donc, quelqu'un dit, mais c'est quoi toubab? Et je dis, parce que toubab, en fait, dans les pays d'Afrique francophone, ça veut dire blanc, toubab. Et donc, du coup, quand on utilise le mot babtou, c'est en fait un héritage colonial, parce qu'en fait, c'est toubab à l'envers. Et donc, c'est le nom qu'on donnait en blanc dans les colonies. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de blancs qui n'aiment pas le mot babtou, parce qu'en fait, ça leur rappelle que là d'où ça vient de l'histoire coloniale française. Et c'est de là que vient le malaise. Donc, c'est pour ça que les mots sont importants et qu'ils sont intéressants et qu'il faut connaître leur histoire. Babtou, c'est pas juste un mot comme ça en verlan ou un mot de Jones. C'est un mot qui porte toute l'histoire coloniale française. Donc il ne s'agit pas seulement de dire les blancs, il s'agit de dire les blancs qui sont les descendants de colons. Et c'est là que ça met les gens mal à l'aise. Et donc c'est ça qui est intéressant dans ces termes-là, et c'est ça qui est intéressant d'arriver à les déconstruire. Merci, nous allons passer aux questions du public. Bonjour Amandine, je m'appelle Yazid. Je voulais vous demander si en tant que réalisatrice, vous pensez que le choix des acteurs peut se faire en toute objectivité, sans considération de leurs origines ni de leur apparence? Alors, objectivité, moi je ne crois pas trop à l'objectivité en règle générale, c'est-à-dire que on n'est jamais neutre, on parle toujours d'un point de vue et on fait toujours des choix qui sont informés par nos goûts et par qui on est. Du coup, moi j'essaye plutôt d'éviter le terme objectivité et au contraire de juste révéler ma subjectivité, c'est-à-dire dire d'où je parle, de me situer. Donc en fait, moi je pense qu'à peu près tout le monde peut jouer à peu près tout. La question, c'est toujours les rapports de pouvoir. Parce que souvent, quand vous allez dire « oui, ce serait bien que s'il y a un rôle de personne en situation de handicap, elle soit jouée par une personne qui est en situation de handicap parce que ces gens-là ont déjà assez peu de rôles qui leur sont offerts. Donc si en plus, quand il y a un rôle qui pourrait leur être offert, on le donne à quelqu'un de valide, c'est quand même dommage, c'est une occasion ratée pour qu'un comédien ou une comédienne en situation de handicap puisse jouer ce rôle. » On va vous dire « mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que les Noirs qui peuvent jouer les Noirs, les Arabes qui jouent les Arabes, les femmes qui jouent les femmes, etc. etc. Tout le monde devrait pouvoir tout jouer. »
C'est vrai, mais sauf que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on va jamais donner un rôle banal dans un film, par exemple un rôle de secrétaire ou un rôle de, de standardiste. Reprenons l'exemple du handicap, parce qu'il y a plein de façons de donner des rôles à des personnes qui, par exemple, seraient en fauteuil roulant sans que ça fasse partie de l'histoire. Le scénario écrit « Martine, 34 ans, est standardiste ». Si elle est standardiste, ça veut dire qu'elle est au standard à l'accueil d'une boîte quelconque, elle peut complètement être en fauteuil. Mais on va jamais donner ce rôle-là où c'est pas écrit « Martine, 34 ans, standardiste, est en situation de handicap ». Et éventuellement, si c'est écrit, on va lui donner. Mais même si c'est écrit, on va peut-être donner le rôle à quelqu'un qui n'est pas en situation de handicap. Et donc pour moi, la question, c'est ça. C'est que quand moi, j'étais étudiante en théâtre et que j'adorais le théâtre classique, et donc j'avais présenté, je passais un concours pour une école, etc. Et je présente 2 scènes classiques. Donc une scène de Racine, mais c'était une scène que j'avais mise en scène parce que j'aimais déjà la mise en scène. Donc j'étais habillée en costume 3 pièces. Et en fait, c'était une scène de Bajazet. Donc on fait notre truc. Et après, une autre scène qui était une scène de Richard III de Shakespeare. Et là, pareil, je l'avais mise en scène parce que c'est une scène avec 2 voleurs. Et donc je faisais de l'escrime parce qu'à l'époque, je faisais de l'escrime. Et donc on avait fait tout un combat avec les épées et tout machin. Et on faisait notre scène. Donc il y avait quelque chose de très travaillé. Le directeur de l'école de théâtre me prend à la fin et me dit, donc il nous faisait des retours sur nos performances. Et il me dit, vous dites très bien le vers, hein, c'est très intéressant, c'est pas ça. Mais enfin, on vous attend plutôt, je sais pas moi, dans du slam, dans quelque chose qui serait plus votre registre. Pourquoi le théâtre classique ? Et moi, je me disais, en fait, tu m'attends dans du slam parce que je suis noire. Mais en fait, moi, j'ai pas grandi en banlieue, je rappe pas, je viens de la campagne, et en fait, j'aime bien le théâtre classique. Et du coup, je t'ai fait 2 scènes de théâtre classique. Et tu devrais pas me juger parce que je suis noire en te disant, on comprend pas pourquoi tu fais du théâtre classique. Si tu trouves que je dis bien le vers, prends-moi dans ta foutue école, en fait. Il y avait pas de raison. Donc du coup, pour moi, l'argument, c'est que en théorie, tout le monde peut tout faire. Mais puisqu'on est aujourd'hui dans des emplois, là je prends le monde des comédiens, comédiennes, et qu'en tant que femme noire, si c'est pas écrit dans leur scénario que c'est pour une femme noire, etc., je vois pas pourquoi en plus, les rares fois où il y a des rôles pour des noirs, par exemple, on va prendre des blancs et on va leur faire mettre du masque noir sur le visage, parce que là, en fait, soit moi, on me laisse jouer les rôles de blancs, et alors là, tout le monde peut tout faire, mais tant que c'est pas le cas, ce serait bien que déjà les rôles qui sont censés être pour nous, on puisse les jouer. Et donc la question, encore une fois, c'est les rapports de pouvoir. C'est qu'il y a des idées qui sont théoriquement très intéressantes, mais qui, dans la pratique, ne sont pas mises en place. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la théorie, c'est la pratique. Et pour l'instant, on ne voit pas encore la possibilité, ne serait-ce que ça, que pour des personnes en situation de handicap, elles puissent jouer des rôles de personnes en situation de handicap. Bonjour, je m'appelle Zachary, et j'ai une question pour Amandine Gay. C'est qu'est-ce que vous pensez de la politique par rapport au racisme ? Mais de la politique, au sens de la politique du gouvernement ? Oui. Voilà. Alors, comment vous dire ? Non, je dirais que le problème, c'est qu'en France, on est un petit peu en retard sur les lois qui encadrent la discrimination et la lutte contre les discriminations. C'est ça la question. C'est que le monde politique, il est censé en fait mettre des règles, donc des lois, qui permettent de donner des chances égales à tout le monde. Et aujourd'hui, les lois comptent pour lutter contre les discriminations et en particulier les discriminations raciales, elles sont relativement manquantes. Alors c'est intéressant que vous me posiez la question parce que vous voyez, jeudi matin, on est quel jour là ? C'est ça. Jeudi matin, je vais aller chez le Défenseur des droits. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme institution, mais le Défenseur des droits, c'est une institution qui est censée regarder tout ce qui se passe au niveau des discriminations qui existent en France, de voir comment on peut améliorer les lois, etc. Et donc là, ils font une consultation sur les discriminations des personnes noires en France quant à leurs cheveux crépus, dans le monde du travail et dans d'autres domaines, mais en particulier dans le monde du travail. Et donc, on va aller discuter de ça, etc. Alors c'est bien, parce qu'au moins la conversation a lieu, mais on est en 2019. Là, récemment, à New York, ils viennent de voter une loi où les entreprises qui pratiquent de la discrimination raciale sur des principes capillaires, donc qui empêchent les Noirs qui ont des afros ou des locks, etc., d'avoir un job, vont être punis par la loi et donc vont devoir en plus compenser les personnes qui n'ont pas empoché ou qui ont empêché d'avoir des promotions à cause de leurs cheveux. Voilà, aujourd'hui, la conversation commence à peine en France et je pense qu'on est très très loin des lois. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que quand les personnes portent plainte, par exemple, il y a quelques années, il y a eu un steward d'Air France qui avait été mis à pied parce qu'il avait des tresses, il avait des nattes collées. Et en fait, Air France voulait qu'il se défrise les cheveux. Et lui, il ne voulait pas se défriser les cheveux. Et donc, comme il refusait de se défriser les cheveux, ils ont mis ce steward à pied, donc ils l'ont empêché de voler, en fait. Il n'avait plus le droit de monter dans les avions, il pouvait juste travailler au sol. Donc lui, il a attaqué Air France au prud'homme. Il a perdu une première fois. Il les a rattaqués au prud'homme. Là, il a gagné
mais les prud'hommes ont refusé qu'il ait une compensation financière. Et donc, du coup, il y a toute cette question aussi de qu'est-ce qui se passe quand on s'élève face aux injustices et si là, la loi n'est pas là pour nous protéger. C'est-à-dire que déjà, on n'est pas sûr de gagner au prud'homme, mais que quand on gagne, en fait, on n'a pas vraiment gagné. C'est-à-dire qu'on vous dit, oui, vous avez été victime de discrimination, mais vous n'aurez pas de compensation pour cette discrimination. Bah, là, on a un souci. Donc, pour moi, le problème politique, il est là. C'est qu'il n'y a pas encore de loi qui permette vraiment d'encadrer ce genre de choses. Et il y a plein de tests qui sont faits. On a les constats en France. On fait beaucoup de tests de CV. On envoie le même CV dans 2 entreprises en leur donnant des nombres différents. Donc un nom à consonance maghrébine, par exemple, et puis un nom à consonance française blanche catholique. Et puis on sait que le CV à consonance maghrébine a 80% de chances de ne pas être appelé pour un entretien. Donc tous ces chiffres-là, ils existent en France. Toutes ces statistiques, on les a. On sait qu'il y a de la discrimination. Le contrôle en faciès, comme je vous l'ai dit, qui devrait s'appeler profilage racial. On ne contrôle pas la face de tout le monde. Hein. On profile racialement les gens. On contrôle les hommes noirs et arabes, paraissant noirs et arabes. C'est ça qui se passe en France. On les a aussi, ces statistiques, sur le fait que voilà, ils sont contrôlés, je ne sais plus, 4 à 8 fois plus que les hommes blancs. Donc la question, c'est qu'une fois qu'on a le constat, qu'est-ce qui est fait politiquement pour rééquilibrer ces inégalités? Où sont les mesures correctrices d'inégalités? Et c'est là que ça pêche totalement. C'est pareil, on travaille là-dessus aujourd'hui avec le collectif 50-50, qui est le collectif des femmes dans l'industrie du cinéma en France, où on a réussi à avoir on va dire, des droits acquis au niveau du ministère de la Culture l'an dernier pour les femmes. Et cette année, on travaille sur la diversité. Mais c'est pareil, ça met très longtemps et c'est pas sûr qu'on ait des engagements du ministère de la Culture pour la diversité dans le cinéma. Et encore une fois, on est en 2019, en France, dans un pays où il y a, on estime, entre 2 et 10 millions de Noirs, où il y a à peu près autant d'Arabes. Je ne sais pas quels sont les chiffres pour les Asiatiques, mais donc du coup, on est un pays qui est déjà très très divers et il serait vraiment grand temps qu'il y ait des lois antidiscrimination qui existent et qui soient efficaces. Bonjour, j'aurais une question pour Ahmed Kalouaz et Amandine Gay. Avez-vous déjà collaboré avec des associations militantes contre le racisme ? Non. Enfin, je ne sais pas quelle. Peut-être qu'il y a des fois où ça a pris une forme de collaboration avec. Mais j'aime pas le mot collaboration parce que ça renvoie il y a longtemps au gouvernement de Vichy. Donc, parce que maintenant vous savez, j'ai rencontré des jeunes il n'y a pas très longtemps, des migrants mineurs, enfin supposés mineurs, en Haute-Savoie, dans un lieu où ils attendaient le fait qu'on statue sur leur sort. Et il y a des gens aujourd'hui qui habitent dans les pays comme les Hautes-Alpes ou les Alpes-Maritimes, qui parfois trouvent des migrants sur le bord de la route, et puis ils les mettent dans la voiture pour leur donner à manger. Et là, il y a des cas de voisins collaborationnistes qui appellent la gendarmerie ou la police pour dire, vous savez, monsieur un tel, à tel endroit, il a chez lui deux jeunes femmes africaines ou 2 jeunes garçons africains. Voilà, donc ça existe. Je voulais quand même le dire parce que Amandine parlait des lois pour protéger, mais là on est déjà aussi dans d'autres choses qui existent aujourd'hui en 2019. Voilà. Mais moi je suis pas, comme je disais tout à l'heure, un militant, donc je participe avec à certaines opérations, certaines choses ici ou là avec mes livres, mais j'ai pas cette étiquette là pour moi. Bah oui, alors moi je fais ça beaucoup. Parce que moi j'ai peut-être commencé aussi, enfin j'ai commencé plutôt par le militantisme avant d'aller plus du côté créatif. Et puis aussi dans l'industrie du cinéma, c'est souvent bien quand vous avez un film qui sort de trouver des partenaires. Vous savez, en bas d'une affiche, vous avez souvent des petits logos. Donc ça peut être des partenaires médias, ça peut être des partenaires associatifs. Donc par exemple, pour la sortie d'Ouvrir la Voie, dans les gens qui nous soutenaient, il y avait la Ligue des droits de l'homme, il y avait le planning familial, etc. Donc c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire ça. Puis souvent les projections, le film a été beaucoup soutenu par les milieux militants. Donc les projections ont beaucoup été organisées par des associations. C'est justement, je ne sais pas moi, une section locale de la Ligue de l'enseignement ou de la Ligue des droits de l'homme qui va organiser une projection du film. Donc du coup, moi je travaille beaucoup avec des militants et aussi parce qu'après c'est des personnes que je connaissais de l'époque où moi j'ai milité, c'est-à-dire dans des groupes. Maintenant je le fais plus, effectivement je préfère le faire dans mon travail créatif, mais j'ai été dans des associations même, donc je suis proche de collectifs afroféministes ou de choses comme ça, parce que je connais les personnes qui sont dedans. Et puis par exemple, on peut se filer des plans pour du travail ou des choses comme ça, même si je suis pas dans les collectifs. Bonjour, Monsieur Kalouaz, je voulais vous poser une question.
Pour quelles raisons les préjugés sont-ils si difficiles à combattre selon vous? Oh, tu me poses une colle là, joker. Parce que c'est compliqué. Parce que, comme tout à l'heure, je parlais un peu du parcours de mes parents ou du mien. Ça a toujours existé depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et on en est toujours là. Et même s'il y a des lois, imaginez un Maghrébin à qui on pose problème dans la rue, et puis il se dit, tiens, comme il y a une loi qui existe, je vais aller porter plainte, je vais aller au commissariat. Et puis en fait, quand on sait que plus de 50% des gens de la police sont des militants du Front National, comment voulez-vous que le Maghrébin aille pousser la porte du commissariat pour dire, il y a quelqu'un qui m'a insulté, il m'a dit ça à l'arabe dans la rue, je voudrais déposer plainte. Donc les lois, même si elles existent ou elles se mettront à exister, il y aura toujours le traitement fait par des humains. Si un chauffeur de bus, et ça je l'ai vu, un chauffeur de bus qui est censé prendre des clients à l'arrêt du bus, ne s'arrête pas volontairement parce qu'il voit 2 noirs à cet endroit-là, mais il va continuer. Lorsque vous allez dans un bistrot, dans un bar, un jour, et vous vous installez, puis au bout de 5 minutes, 10 minutes, vous apercevez que le gars du bar ne va pas vous servir. Donc à ce moment-là, vous vous levez, puis vous allez dans un autre bar. Voilà. Donc tout ça existe, c'est tous les jours. Et même si on met des lois derrière, eh bien, si le type il dit c'est fermé, c'est privé, le bar est fermé, c'est privé, vous allez chercher un autre bar. Parce que vous pouvez aussi lui dire si c'est ouvert, j'ai vu des clients entrer. Mais moi j'ai vu mon père être victime de ça. Aller dans un endroit, puis on lui disait non, c'est fermé, c'est pas ouvert pour vous. Donc toutes ces choses-là, on va tout à l'heure, on plaisantait un peu avec Amandine sur des choses qu'on entendait. Moi, il y a quelqu'un que je connais qui souvent il me dit mais Ahmed, tu trouves pas franchement qu'il y a trop d'Arabes en France? Alors il me le dit, je dis ouais, t'as raison, il y en a trop. Voilà. Et puis point à la ligne, puis après on continue parce que il va me le dire, mais en même temps, il va m'offrir des salades de son jardin et des tomates. C'est ça qui est très compliqué. Donc, et quand on est confronté à ce genre de choses, il faut avancer, il faut toujours avancer et ne pas être comme les autres, justement. Quand le voisin il me dit tu trouves pas qu'il y a trop, j'ai dit ouais, t'as raison, il y en a trop. Et puis après, on passe à autre chose. Ok, je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Adrien et cette question s'adresse à vous deux. Que pensez-vous du racisme anti-blanc? Ça n'existe pas. Voilà, en réponse courte. Et en réponse un peu plus longue, qui fait écho d'ailleurs à ta question aussi, c'est la question que tout le monde a des préjugés. Mais le racisme, en fait, il faut le voir justement comme quelque chose de systémique. C'est-à-dire, c'est pas juste la question de préjugés, de puis dire à quelqu'un sale noir ou sale blanc. Parce qu'effectivement, ça, tout le monde peut le faire. Par contre, qui est-ce qui a les moyens de discriminer à l'embauche? Qui est-ce qui a les moyens de ne pas vous louer un appartement? Qui est-ce qui a les moyens de vous contrôler justement quand c'est la police ou de vous mettre en garde à vue alors que vous n'avez rien fait? C'est généralement le groupe majoritaire. En France, il y a très peu de Noirs et d'Arabes qui sont propriétaires de leur logement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu. Et ces Noirs et ces Arabes-là, c'est encore plus rare que propriétaires de leur logement qu'ils louent à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire pas juste de leur logement, mais en fait propriétaires de 2 logements, parce qu'il faut qu'ils en aient un où ils vivent et l'autre qu'ils louent à quelqu'un. Ils refusent de le louer à une personne qui soit blanche. Ça n'arrive quasiment pas en fait. Pareil pour la discrimination à l'embauche. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec les tests de CV, quand on le fait pour voir quelle est la proportion de non-rappel des gens qui ont des noms à consonance maghrébine ou africaine ou d'africaine subsaharienne comparé aux blancs. Alors on ne dit pas les blancs parce qu'on est en France, mais quand on envoie un CV qui s'appelle Paul Durand versus Mohamed, je sais pas moi, Kermaoui par exemple, ce qu'on regarde, c'est combien de non-blancs sont rappelés par rapport aux blancs. C'est ça qu'on regarde, même si c'est pas ça qu'on dit qu'on regarde, mais c'est ça qu'on est en train de regarder. Donc la grosse différence entre le racisme contre les Noirs, les Arabes et les Asiatiques, et puis les préjugés que certains peuvent avoir à l'encontre des Blancs, c'est que le racisme contre le Noir, les Arabes, les Asiatiques, il peut aller jusqu'à tuer. Ce sont les hommes noirs et arabes qui sont tués par la police. Il y a quasiment pas de blancs qui sont tués par la police. Et quand un mec blanc est tué par la police, ça fait un truc, c'est incroyable, tout le monde est choqué, etc. Vous voyez ? Donc c'est là qu'il y a une grosse différence en fait. Le racisme, c'est ça. Le racisme, c'est ce qu'on appelle le racisme systémique. C'est quelque chose qui vient d'un système et qui est en mesure de discriminer
de façon très grave et dangereuse et parfois jusqu'à la mort, un groupe ou plusieurs groupes par rapport à un autre. Et le groupe qui ne vit pas ces violences-là, c'est le groupe majoritaire, ce sont les Blancs. Et donc, du coup, oui, il est possible que des Blancs aient entendu des insultes ou des remarques qui ne leur aient pas plu, mais il y a très très peu de chances qu'ils se fassent contrôler par la police parce qu'ils sont Blancs, et encore moins qu'ils soient tués par la police parce qu'ils sont Blancs, alors que voilà, on peut tous citer la personne qui a été tuée par la police la semaine dernière et qui était noire, ou il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, etc. Donc c'est ça la grosse différence. Quand quelqu'un vous parle de racisme anti-blanc, vous avez juste à lui demander s'il a déjà entendu l'histoire d'une personne blanche qui n'a pas pu trouver un logement parce qu'il était blanc. Et normalement, à moins que cette personne soit de très très mauvaise foi, elle ne pourra pas vous donner d'exemple. Ça n'existe pas en fait. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, ça sera une question pour vous deux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce projet avec nous ? Je vais dire 2 mots. Parce qu'en fait, il venait, lorsque on m'avait contacté, il venait dans le droit fil de l'écriture du livre et qui avait matière à échanger avec des élèves ou d'autres personnes aujourd'hui. C'était la suite. Tout à l'heure, quand je disais, moi j'écris des livres sur certains sujets et après le lecteur est là pour le prolonger. Et là, le moment d'aujourd'hui, c'est aussi un prolongement. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais accepté de venir ici. Bah oui, puis moi, comme je vous ai dit au début, quand moi j'étais au collège, lycée, il se passait pas grand-chose. Donc je trouve ça chouette qu'il se passe des choses pour les générations suivantes. Et donc si je peux participer, je trouve ça bien. Et puis aussi parce que moi, j'ai un intérêt dans ces questions-là. Sur l'année, on anime un atelier avec donc mon binôme de travail et qui est aussi mon conjoint à Saint-Denis, parce que nous, on vit à Saint-Denis. Donc on travaille avec des collégiens au collège Iqbal Massi, pareil, pour les former un peu sur le matériel audiovisuel et puis l'éducation à l'image, etc. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse, on va dire, dans l'absolu. Et aussi parce qu'à long terme, moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes et de personnes non blanches dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Et donc, du coup, un des moyens pour que les personnes se rendent compte qu'elles peuvent mener ces carrières plus tard, c'est qu'elles rencontrent d'autres personnes. Moi, j'ai grandi, il n'y avait pas de réalisatrice noire en France. Enfin, il y en a eu une, en fait. Je l'ai vue quand j'étais toute petite. Elle s'appelle Eusanne Palsy. C'est la seule femme noire qui a gagné un César du meilleur film en 1988. Donc, c'était il y a très longtemps, pour Rue Cazenègre. Moi, je suis née en 84. Donc, j'ai vu une femme noire à un moment donné à la télé qui a gagné un prix pour un film. Et ensuite, les 2 autres femmes noires qui ont gagné un César pour le meilleur court-métrage, c'était il y a 2 ans. C'était Alice Diop et Maïmouna Doucouré. Donc Alice pour Vers la tendresse et Maïmouna pour Maman avec un S entre parenthèses. Donc tout ça, c'est pour dire que c'est très dur de se projeter dans des carrières quand on voit jamais personne comme nous qui est dans ces carrières-là. Moi, j'ai grandi, encore une fois, en voyant très peu de femmes noires dans les métiers du cinéma, de la télévision, et encore plus derrière la caméra. Il y a quelques comédiennes noires, etc. Mais pouvoir se dire, moi, plus tard, je serai réalisatrice de films, ou plus tard, je ferai ci, ça ou autre chose, c'est plus facile quand on voit d'autres personnes qui le font. Donc voilà, moi, chaque fois que je viens quelque part ici, je me dis peut-être qu'il y en aura un ou une parmi vous qui, plus tard, décidera d'aller faire une carrière dans le monde audiovisuel, entre autres parce qu'il y aura eu cette journée. Et ça me ferait bien plaisir que, justement, le visage du monde du cinéma et de la télé change un peu. Merci. Que pensez-vous de la phrase « On ne naît pas noir, on le devient » ? Quand ça se passe, ça m'aide. Est-ce que tu penses que tu vas devenir noir ? Je pense que c'est en lien avec ce que je vous disais, par exemple, la première thématique que je voulais aborder dans Ouvrir la voie, qui est celle de qu'est-ce que la race et qu'est-ce que c'est que la construction raciale, comment est-ce qu'on devient noir ? C'est ça pour moi. C'est-à-dire que c'est pas une identité immuable, comme je vous disais. Encore une fois, ça n'a pas de lien biologique et ça représente même pas la couleur de notre peau qui est marron. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être noir ? Quelle est la signification de ce qu'est être noir en France ? Donc, c'est en ça qu'on devient noir. On devient noir parce qu'à un moment donné, on apprend ce que ça veut dire d'être noir dans une société donnée. Et quand on est en France, on apprend ce que ça veut dire d'être noir par rapport à la société française, donc à son histoire coloniale, à son histoire esclavagiste, etc. Et parce qu'effectivement, si on vit pas en société, je sais pas moi, si on essaie justement seul à la campagne avec personne autour, c'est pas certain que ce soit la première chose qu'on perçoive de soi-même. Ou même tous les jours. Moi, je veux dire, quand je me lève le matin, je me regarde pas dans la glace en me disant « Ouh, je suis noire ». Je me dis peut-être t'as l'air fatigué ou j'en sais rien, mais je pense pas à ça de façon évidente. Et quand vous regardez des enfants qui sont un peu avant la socialisation, c'est-à-dire en maternelle, quand ils vont décrire un autre enfant ou un adulte, ils vont rarement dire
il est noir ou elle est blanche, ils vont vous dire autre chose, du style, il a un pull rouge. C'est un truc que j'explique souvent, par exemple. Une des filles du film, quand on avait fait un pré-entretien, elle m'avait dit, moi, je me suis rendu compte, j'avais oublié qu'un jour, j'avais pas conscience que j'étais noire, et puis j'ai un petit neveu que j'ai emmené à l'école, il va à l'école, donc c'est un garçon noir, il va à l'école, il a 3-4 ans, puis il revient, et il est super excité, il s'est fait un nouveau copain, et il dit « Ah, j'ai rencontré un petit garçon, il est trop sympa, il est super gentil et tout. » Et elle lui dit « Ah bon, mais il est comment ?» Et là, il lui dit « Mais il a un pull rouge, il a un super beau pull rouge, et puis il lui raconte ce qu'ils ont fait. Elle me dit, et là, je le ramène à l'école à midi, elle me dit, et je vois que l'autre petit garçon au pull rouge, il était noir aussi. Mais c'est pas comme ça que son neveu, il l'a décrit. Parce qu'à ce moment-là de sa vie, c'est pas ça qu'il considère comme être le critère le plus important pour définir cet autre petit garçon. Alors que le même gamin, on le reprend à 6 ou 7 ans, et vraisemblablement, la première chose qu'il allait dire quand elle allait lui demander « Et alors, il est comment ton nouveau copain ?» Il aurait dit « Ah il est noir, et puis etc. » Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. On devient noir en ce sens-là. Qu'à un moment donné, ça devient notre identité principale, mais c'est en lien avec la société dans laquelle on est. Les gens qui grandissent en contexte noir majoritaire, dans Ouvrir la voie, par exemple, Yann Della, qui est sénégalaise, et qui est arrivée en France à 19 ans, et elle disait « Moi, je n'ai pas grandi comme noire. J'étais sénégalaise. » Parce que quand on fait partie du groupe majoritaire, c'est pas ça qui nous définit. Elle dit, moi, je suis devenue noire quand je suis arrivée en France. Quelles personnalités vous ont inspiré dans votre parcours ? Je vais rebondir sur la question d'avant. Lorsque j'avais 13, 14, 15 ans, je pratiquais donc de la course à pied, du demi-fond, et j'avais trois idoles. Alors, curieusement, l'un était noir, c'était un Kenyan, il s'appelait Kipkoech Keino. L'autre était maghrébin, d'origine maghrébine, il s'appelait Alain Mimoun. Et le troisième, il s'appelait Michel Jazzy, donc, qui était un coureur français d'origine polonaise. Et c'est vraiment ma couleur de peau était sur ces trois. Et comme Jazzy avait fait 2 Jeux Olympiques, Keino aussi, et Alain Mimoun avait été champion olympique à Melbourne en 1956. Et donc je m'étais fabriqué un maillot qui était un maillot, il était noir, un peu gris et un peu blanc. C'était pas bleu, blanc, rouge, c'était gris, blanc, je sais pas quoi. Gris, blanc. Mais voilà, en fait, c'est pour dire que est-ce qu'on devient noir ? Moi, ça me gênait pas de devenir noir comme Keino, ou un peu marron comme Alain Mimoun, ou très blanc comme Michel Jazzy. Et alors, je sais plus la seconde question. Parce que ma question, c'était quelle personnalité vous ont inspiré dans votre parcours ? Écoute, ces trois-là, c'était très bien. Les 3 coureurs dont je viens de parler. Moi, je dirais ma mère en premier. Moi, je viens d'une famille où c'est ma mère qui a fait plus d'études. C'est ma mère qui avait un travail où elle gagnait plus d'argent que mon père. C'est ma mère qui m'a beaucoup, on va dire, encouragée parce qu'elle venait d'une famille où sa mère avait été femme au foyer, donc n'avait pas son propre argent, par exemple. Et donc, pour elle, c'était très important. Elle, c'était la première de sa famille qui a été au collège, puis qui ensuite est devenue institutrice. Et moi, du coup, j'étais la première de notre famille qui a été à l'université et en plus dans une grande école. Et donc, il y avait quelque chose de très... puisque ma mère l'avait fait, il n'y avait pas de raison que moi, je ne puisse pas le faire et éventuellement même aller plus loin que là où elle avait été. Et puis après, par rapport au cinéma, moi, ça a été Whoopi Goldberg, donc, qui est, je pense, une actrice que vous connaissez pas, parce que ce n'est pas votre génération. Mais quand j'étais petite, cette actrice noire, c'était une humoriste à la base, puis qui était devenue comédienne. Et elle était très connue, et elle avait fait un film qui s'appelait Jumpin' Jack Flash, qui est le premier film que j'ai vu à la télé avec une femme noire dans le rôle principal. Et à l'époque, on enregistrait les films à la télé avec une cassette VHS, les grosses cassettes, ça aussi, vous savez pas ce que c'est. Et donc, du coup, vous savez vaguement ce que c'est, mais vous en avez pas eu chez vous. Et du coup, j'ai regardé cette cassette à n'en plus finir quand j'étais enfant, parce que j'adorais ce film, mais surtout, ça me plaisait de voir cette femme noire qui avait le rôle principal. Et je donne cet exemple-là parce que plus tard, j'ai découvert que Whoopi Goldberg a décidé de faire du cinéma quand elle a vu la première femme noire qui était dans une série à la télé aux États-Unis, qui était dans la série Star Trek. Et donc moi, je sais qu'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé que je voulais être un jour comédienne et faire du cinéma, c'est parce que j'ai vu Whoopi Goldberg. Voilà. Merci. Merci de vos questions, cher public. Merci de vos réponses, chers invités. Nous remercions Amandine Gay et Ahmed Kalouaz, Aline Paillet, journaliste, Florent et Julien de Cinévie, tous les jeunes du projet Collège Jean Moulin et Collège Jean Jaurès, les professeurs et documentalistes Madame Karavoskiros et Madame Rodriguez, Madame Rossignol et Madame Gobin,
le rectorat pour son soutien, l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis pour le festival Hors Limite, le cinéma Le Médiès et enfin les bibliothèques de Montreuil et plus particulièrement Kaina, Josepha, Marilyn, Fabrice, Michel et Valérie. Merci à tous d'avoir participé. Nous nous retrouvons le vendredi 24 mai pour la soirée ado à la bibliothèque et pour la première diffusion de l'émission Et moi, qu'est-ce que j'en pense ? Cette soirée inaugurera aussi le travail de Pierre Ferrero, BDaste en résidence à la bibliothèque. Et puis au mois de juin, nous nous retrouverons au cinéma Le Méliès pour une diffusion tout public de l'émission qui sera suivie d'un débat. Merci à tous. Nous laissons maintenant la parole à Aline Payet pour conclure cette émission. Eh bien, la conclusion, je ne crois pas, parce que combat du racisme au quotidien, c'était le titre de cette émission. Le combat, il continue. Hein. Il continue, malheureusement, comme le disaient tout à l'heure vos invités, comme personnellement, je l'ai vécu aussi. Ça a été mon premier combat, mon premier engagement. J'avais 9 ans et il faut le continuer. Mais j'ai confiance. C'est un petit peu personnel cette fois-ci, parce que ça fait des années que je travaille et moi, qu'est-ce que j'en pense ? Et c'est la dernière fois parce que j'ai pris ma retraite. Et je voudrais remercier tous les gens ici de la bibliothèque qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné la liberté de pouvoir travailler avec vous tous. Alors vous, cette année, mais il y a eu des tas de classes. J'ai dû rencontrer à peu près 350 adolescents. C'est parce que je me suis sentie libre que j'ai fait ce travail-là. Libre de quoi ? De vous transmettre cette idée que le plus important, c'est d'être libre. Il faut absolument que vous reteniez cette leçon-là. Osez le regard face au monde. Osez une parole critique. Osez être debout. Osez être fier de ce que vous êtes. Même si parfois, ce n'est pas facile, je crois que c'est important d'aller hors limite, justement. Les limites les pires sont celles que vous vous donnerez vous-même. Hein? Ah, je suis pas fait pour ça, je suis une fille, ah, je viens de banlieue, ah, je suis noire, ah, je suis pauvre. Oui, bien sûr que tout ça, ce sont des limites, des entraves, mais on peut les dépasser. En tout cas, on peut au moins ouvrir une fenêtre pour voir l'horizon. Je sais que dans nos banlieues, moi, ça y est, j'ai quitté Paris, les banlieues, je suis revenue à la montagne, et donc je vois l'horizon. Mais ici aussi, on peut le voir, l'horizon. Alors, vous allez passer par-dessus la fenêtre. Si vous habitez au 6e, tout ça, vous ne le faites pas. Hein, vous passez par la porte. Hein. Mais c'est une image. Et puis, vous allez aller vers cet horizon. Et là, peu importe si vous arriverez jusqu'au bout du chemin, mais vous aurez commencé à y aller et vous aurez rencontré des tas de chemins de traverse. Osez. Il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelait René Char et qui disait « Impose ton risque, va vers ta chance, serre ton bonheur à te regarder faire. Ils s'habitueront. » Et pour finir, parce que voilà, c'est comme ça, moi j'ai un grand rêve et un grand horizon, c'est la révolution. Et il y en a une qui existe depuis 1994 dans un petit État du Mexique, au Chiapas, et qui avait un sous-commandant, un homme en armes qui parlait de tendresse pourtant, et il disait ceci: « Nous sommes une armée de rêveurs, et c'est pour ça que nous sommes invincibles. » Je vous souhaite d'être invincibles et d'être heureux et libres. Merci à tous.